Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le Sans Filtre est encore une fois présenté par Terrien Terrien. Terrien Terrien, c'est un bureau de comptable depuis plus de 25 ans qui existe, puis ils offrent leur expertise à des PME, en fait, de 1 à 100 employés, des petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans des domaines d'innovation, que ce soit, par exemple, les jeux vidéo, des créateurs web, biotechnologie, même nous. Ouais, c'est ça. On est allé les rencontrer, les Ouais. Terriens. Ils sont super fins. On est allé rencontrer les gars de chez Terrien Terrien, puis pour nous-mêmes faire recours à leur expertise, en fait. Exact. Puis ça va nous faciliter la vie parce qu'on ne s'est pas lancé dans le studio SF pour faire de la comptabilité, puis pour, en fait, gérer des trucs qu'on n'a aucune expertise dans le domaine. Puis c'est vraiment le fun parce que eux, c'est un petit bureau de comptable qui, au contraire des grandes firmes, vont prendre vraiment votre cas de façon humaine, puis ils vont vous traiter comme des personnes et non juste des chiffres. Ils offrent un service clé en main, que ce soit pour la tenue de livre, les états financiers, les rapports d'impôts, les demandes de crédit d'impôt. Je sais que nous autres, ça va nous aider beaucoup à s'enlever un poids sur les épaules dans notre entreprise qui est le Studio SF. Puis, on vous offre également un code promo, en fait, je l'ai ici, c'est sans filtre lorsque vous allez prendre votre rendez-vous. Vous allez sauver 50% sur votre première année financière, ce qui est quand même très considérable. Vous allez pouvoir prendre cet argent-là et l'investir ailleurs dans votre entreprise, ce qui est l'objectif de toutes les entreprises. Donc, merci beaucoup à la gang de Terrien Terrien qui sont un sponsor important dans le monde du podcast au Québec. Puis, on est très reconnaissant de votre appui. Sinon, Cette semaine, on a reçu Alexandre Champagne, un gars qui est quand même qui est connu, là, qu'on connaît pour différentes raisons. Moi, je l'ai connu d'abord, on en parle dans le podcast, avec les capsules humoristiques Contre de gars. Ouais. Quand j'étais plus jeune, on écoutait ça, on trouvait ça vraiment drôle. Puis beaucoup l'ont connu avec 3 fois par jour. C'est le photographe Alexandre Champagne qui travaille avec son ex-copine Marie-Lou, son ex-femme même, je dirais, sur ce projet-là, qui ont complètement monté ce projet-là de A à Z. Ouais. Après ça, maintenant, en fait, il est photographe, il a son studio de photos, il donne des ateliers. Il avait sorti un livre sur la photographie, sur comment prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Mm-hmm. Quelque chose qui peut bénéficier à tout le monde. Je pense que tout le monde veut prendre des belles photos avec son téléphone cellulaire. Un gars... c'est vraiment un réel plaisir de l'avoir au podcast. C'était super facile à interviewer. Le gars, tu poses une question, il peut partir pendant 20 minutes puis parler. Mais il est super intéressant, il s'exprime super bien. Puis c'est un gars qui a un parcours, justement, qui a fait plein d'affaires qui ont fonctionné. Toutes ces affaires-là ont fonctionné, mais des affaires vraiment différentes. Fait que vraiment un entrepreneur intéressant. Quelqu'un qui a quelque chose à dire. On a parlé de santé mentale aussi. Lui, comment il a réussi à travailler ça, puis à guérir des blessures qu'il avait, puis à améliorer sa santé mentale, finalement. Donc, super beau podcast. Encore bien content. Ouais, puis Alex, c'est aussi un gars qui redonne beaucoup aux gens dans le besoin, là, que ce soit pour des causes comme le défi sans alcool 28 jours en février. Je sais qu'il a donné beaucoup de ses droits d'auteur pour aider justement la lutte contre l'alcoolisme. C'est vraiment une personne qui redonne à la société, puis c'est une super belle conversation. Si vous nous écoutez en ce moment sur Balado, n'oubliez pas de nous laisser un rating de 5 étoiles, ça fait son bout de chemin, un commentaire. Si vous nous écoutez sur YouTube, un commentaire également. Abonnez-vous à nos chaînes, suivez-nous partout. On a lancé maintenant un deuxième podcast qui s'appelle le Sans Filtre VIP, qui est disponible seulement sur notre plateforme Patreon. Donc, si vous n'avez pas assez de Sans Filtre à chaque semaine, allez sur notre plateforme Patreon. La description, le lien va être dans la description du podcast. On reçoit le plus souvent possible des invités qui sont moins connus du grand public, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc, si vous êtes des fans de podcasts, vous voulez écouter plus de Sans Filtre, dirigez-vous vers la page Patreon. Sinon, le Studio SF, on continue à produire des podcasts de grande qualité à chaque semaine. J'ai du temps de discute, notamment. Adamo, le temps d'un jujube avec Adamo. D'autres podcasts à venir. Et je pense qu'on a déjà assez parlé trop longuement. Puis on va laisser la parole à Alexandre Champagne. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Asti.
Il a pas dit le Il a pas dit le 1, c'était écœurant. Il est bien drillé. Félicitations tout le monde. Toute l'équipe. Il a réussi, mais Ouais. Hey, Alex, merci d'être là, Ça man. me fait plaisir. Salut, man. Ça aurait été un long time coming. Je sais, on s'est forcé, on a essayé des dates, tu m'appelais, je répondais pas, je t'appelais. En tout cas, toi, On tu l'a eu, répondais. man. Moi, je répondais. Toi, t'étais plus difficile à rejoindre Ah quand ouais, même. man. Je suis vraiment pas une personne. Ben, ouais, ça, je suis pas une personne facile à rejoindre. J'y croyais pas encore avant le 3-2-1, puis là, c'est une fois qu'il y a eu le Imagine à 3-2-1. deux, il s'en va. Si j'avais un meeting, j'ai oublié. J'avais oublié de vous dire, les gars. J'avais oublié de vous meeting. dire. C'est- Mais j'avoue, occupé comme tu me sembles être sans gérant, man, ça va être insupportable. là. Ben non, je suis pas si occupé que ça. C'est Ok. comme un mythe qui m'entoure, I guess. Les gens se disent, ah, on sait que t'es occupé, mais je suis comme, non, je suis pas occupé pour vrai. Arrêtez de De- me dire que je suis occupé. Non, mais depuis le mois de décembre, je te dirais, j'ai pogné une solide grippe au mois de décembre. Genre, ça fait une grippe, une vraie grippe là, de fièvre, puis tu Ah shakes, ouais. puis tu rêves à des bombes, puis des affaires de même. Je sais Tu pas rêves à si- des je sais pas si bombes? la partie des rêves, c'est attribuable à la grippe en tant que telle, mais Genre des je grippes faisais, que tu je rêves à des faisais genre bombes. de la fièvre hallucinante. En tout cas, j'hallucinais des affaires. Ah ouais, Ok, ok, ok. Ah, j'ai vraiment été malade. Puis j'ai comme réalisé que j'avais fait la plus grosse année de ma vie en 2018. J'ai vraiment travaillé beaucoup à tous les niveaux. Ça a été extraordinaire. Ça a été au-delà de mes attentes. Puis au lieu de me galvaniser, ça m'a fait peur un petit peu. Parce que je me disais, j'ai été très chanceux. C'était comme ma sortie 3 fois par jour. J'avais besoin, en quelque part, de démontrer que j'étais capable d'être on my own. Mhm. Puis j'avais mes ateliers. J'ai été porte-parole du World Press. J'ai fait Ouais. plein d'affaires. J'ai fait beaucoup de contrats. J'ai refait l'image, toute l'identité visuelle de la cage au complet, Ouais. en photo de bouffe. Fait que, tu sais, j'avais des grosses affaires. Puis j'ai réalisé, après l'histoire de Caroline Néron, qu'on connaît tous, que ça pouvait arriver à tout le monde, une bad luck, où personne n'est à l'abri de la malchance. Puis Mhm. je me suis dit, je pourrais pas rouler toute ma vie sur une réputation puis sur un truc qui va être repris par quelqu'un d'autre éventuellement, puis qui va, tu sais, qui est accessible à tout le monde. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis en ce moment, j'ai des projets, tu sais, j'ai mon studio pas loin d'ici, Ouais. je fais des photos, je reçois des familles, je donne des ateliers, mais j'ai comme 2 ou 3 gros projets qui sont en train d'incuber, puis je prends vraiment le temps pour ça. Je prends aussi du temps beaucoup pour ma famille, mes amis, des choses comme ça. Je veux travailler sur mes relations interpersonnelles, je veux travailler sur ma vie personnelle, parce que je l'ai délaissée pendant vraiment longtemps au profit de mon entreprise avec Marie-Lou, 3 fois par jour, puis au profit des sous en grosse partie, parce que c'était mon rôle chez 3 fois par jour. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ça- T'étais le trésorier. je bois comme le money getter, si on veut, tu sais, mais pas dans le sens j'étais juste au cash, mais j'essaie de trouver des manières créatives de faire entrer des revenus, mais principalement pour payer les gens qui travaillaient avec nous, pas pour se payer genre des boules en or puis des bijoux dans des coffres. Là. Des boules. Non, mais Des moi, je suis boules en toujours or. dit que si jamais je gagne, mettons, 60 millions, ce qui arrivera boule pas parce en que je or. joue pas à la loterie, mais je vais m'acheter une boule en or. Puis là, on parlait de ça avec mon éditeur de livre, Antoine Rostramp. Puis là, il dit, sais-tu, c'est gros comment une boule en or de 60 millions? J'étais comme, non, ça doit être genre gigantesque. Puis il fait, non, ça doit comme mesurer maximum 50 cm de haut. Tu sais, fait que t'as l'impression ok. que, mettons, 60 millions d'or, c'est genre une gigantesque boule, mais c'est juste comme, mettons, un ballon d'Omnikin divisé en deux. La moitié d'un ballon. Tu pourrais de faire visite. une boule de quai en or, puis aller jouer au quai avec ta boule, man. Ça serait hot. Ouais, plus ou moins, c'est quand même assez malléable. L'or, c'est trop soft pour Ah. faire ça. Ça va te prendre quelque chose de plus dur. Ah Tu ouais? le savais pas, hein? Non. C'est un élément qui est très mou, l'or. As-tu fait des quilles dans ta vie? Non. OK. T'es juste un expert de l'art. J'étais en fait, moi, j'ai un gros... ça, c'est weird, man. Je suis un gros fan du tableau périodique. Ah ouais, hein? Les éléments, puis Ok. ces T'es affaires-là. connais-tu par C'est lequel cœur? ton préféré? Oh my God, man. Tu peux pas me faire L'uranium? ça. Deux bonnes questions. Ben non, l'uranium, quand même, parce que c'est assez particulier comment on fait pour extraire l'isotopes d'uranium dans une centrifugeuse qui va jusqu'à 70 000 RPM. C'est full intéressant, mais Yeah. l'uranium, en tant que tel, il est pas... moi, je préfère comme toute la partie en bas, les éléments qui ont été découverts après, qui sont Ah des ouais, éléments ouais. synthétiques, Plus en comme laboratoire. l'einsteinium, ces affaires-là. Mhm. Ça, je trouve ça fascinant. Puis tu savais que tu pourrais pas, sur un mur, faire tenir un morceau de chaque élément, un à côté de l'autre. Tu créerais la fin du monde en faisant ça. C'est full intéressant. Fait que Mais c'est c'est ça, tous ces éléments-là, ils se défont en une fraction de seconde. Là. Les Pas éléments, nécessairement. Ça les dépend éléments lesquels. créés en laboratoire. Là. Ouais, je pense que oui. Je suis pas trop connaissant de ceux-là, mais les autres, tu sais, ça existe en matière physique, à part, mettons, les gaz, là, qui sont un peu tough à tenir Ouais. dans ta main. Mais tu pourrais pas les mettre un à côté de l'autre. Tu créerais une fission nucléaire qui aurait pas de bon sens, puis un chain reaction qui ferait exploser la planète Terre.
Ah ouais, hein? C'est fou qu'il n'y ait pas comme un docteur Terreur qui avait ça en objectif. Là. Ouais, ben c'est, tu sais... Moi, il me semble, mettons que j'ai un cerveau twisted, puis là, j'apprends cette nouvelle-là, je fais comme, man, c'est la façon de mettre la fin du monde. Là. Puis ça serait un meilleur méchant dans James Bond, parce que plus ça va, plus les méchants dans James Bond sont soft. Il y a un gars qui voulait comme empoisonner l'eau. C'est comme, comment, dude? Tu fais sauter de quoi? Il y a vraiment des manières plus efficaces, là. Ouais, d'être un vilain, tu sais. Evil. C'est ça. Man, mais moi... On est comme parti, ça... Mais non, mais sinon, ça va super bien. Je suis pas si occupé que ça. Je prends beaucoup de temps pour ça. J'ai mon site web. Hey, je suis en train de me faire un site web où je vais mettre tous mes projets photos parce que là, tout ça tient dans Instagram. Je vais aussi mettre à vendre des filtres puis des bases de retouches pour les gens qui veulent apprendre la photo. Toutes mes formations, je vais les faire en vidéo aussi pour tout le monde qui veut les avoir partout à travers la province. Je vais peut-être les faire en anglais aussi. Est-ce que tu vas vendre des photos imprimées en cadre? Peut-être. Ouais, peut-être que tu vas faire des prints, mais peut-être pas non plus. Print, c'était le mot que je cherchais pour éviter de dire des photos dans des cadres. C'est comme quand tu dis l'affaire pour manger de la soupe, mais tu veux dire c'est cuillère. C'est exactement. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être des prints, je sais pas. Je pense pas que mon art est rendu à ce niveau-là. Je me considère comme un photographe average. Je suis bon, je fais des bonnes photos. Les prints, c'est comme le step. Quand t'es hot, t'as des prints. Ben, tu peux faire des prints n'importe quand. Moi, je pourrais faire des prints. Je pourrais faire des prints, tu pourrais faire des prints. Ça, c'est un print? Ça, c'est un print? Ça, c'est une toile. Ah. C'est pas c'est un print avec de l'aquarelle, I guess. Je sais je pourrais pas, je le vois mal d'ici, mais non, mais n'importe qui peut faire des prints. C'est juste que je trouve que d'offrir une photo imprimée, pour moi, c'est un processus, c'est plus grand que juste faire comme j'ai fait un beau coucher de soleil, moi te le mettre sur un papier puis je vais te le vendre parce que je m'appelle Alexandre Champagne. Moi, je travaille jamais sur mon nom, sauf pour évidemment inviter des gens à mes ateliers parce que bon, je montre ce que je suis capable de donner comme résultat et donc pourquoi je suis en mesure aussi de l'enseigner. Mais tout le reste, je ne joue jamais sur mon nom. Je veux vraiment miser sur la qualité de mon travail. Puis en tant que photographe average, il y a des photographes au Québec qui sont 1000 fois meilleurs puis qui font ça de leur vie puis qui travaillent fort. Moi, j'ai un bon talent. Mais je me considère plus comme un gars d'affaires aussi, puis un gars de stratégie, puis un créatif, un créateur, plus qu'un photographe comme tel qui va faire ça de sa vie. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu en meeting, brainstorm avec moi-même pour savoir ça va être quoi mon prochain projet, mais en même temps, je fais des choses qui me plaisent, comme par exemple recevoir des familles, je prends des enjeux sociaux dont je parle à travers des reportages photos, des choses comme ça. Ça me fait vraiment triper. Moi, quand tu as fait ton annonce que tu changeais de studio, puis que tu vendais tes surplus matériaux pour redonner, man, j'ai trouvé ça insane. Ouais. J'ai trouvé que c'était un discours qui s'éloignait tellement de la tendance populaire qu'on tient en tant que société de juste faire mon succès s'établit pas en matériel, c'est rien. Puis tu avais même l'humilité de dire mon trip d'ego, je l'ai déjà vécu, puis j'en veux plus, là. C'est pas ça m'amène rien de plus, tu sais. Non, vraiment pas. Puis c'était carrément ça, là, tu sais, je veux dire. Puis en même temps, ça n'enlève rien aux gens qui décident d'acheter des voitures ou des choses avec leurs sous. Tu sais, ça prend une certaine liberté économique dans une société pour que ça fonctionne puis pour que les gens aient envie de redonner. Autrement, ben il y en a qui s'en vont vers des paradis fiscaux, des choses comme ça. Fait que je trouve que la liberté économique qu'on a est bonne, elle pourrait être meilleure, mais elle est quand même bonne. C'est juste que le choix personnel que j'ai fait, c'est de m'éloigner de ces affaires-là. Un de mes grands gars favoris au monde, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, en secret, a financé pour 80 millions de dollars des hôpitaux pour enfants. C'est un gars qui prend le métro, c'est un gars qui, tu sais, il s'en fout, puis les histoires commencent à sortir de Keanu Reeves là, dernièrement. Là. Puis pas que je veux... C'est le nouveau héros d'Internet, en fait. Là. Non, mais c'est un gars qui est extraordinaire. Puis c'est un gars qui, tu sais, je veux dire, sa fortune est 1 million de fois plus grande que la mienne. Là. C'est pas ça. Je veux pas comparer, mais tout est dans l'attitude aujourd'hui. Tout est dans l'intention. Tu sais, tout le monde peut devenir photographe. Tout le monde peut avoir un podcast. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Tout est rendu accessible. On a démocratisé l'accès au fait de s'exprimer, au fait de communiquer des choses à tout le monde. Fait que moi, je pense que ce qui prime là-dedans, c'est les intentions que tu as derrière. Moi, c'est sûr que je trouve ça le fun dans ma Tesla quand je me fais faire des thumbs up par tout le monde sur la rue parce qu'ils trouvent ça écœurant de voir un char électrique, charcoal molle et vite teinté, on dirait le char de Batman. Mais moi, personnellement, ça m'apporte rien. Tu sais, ça me donne rien de faire ça parce que la personne que je vais croiser, elle me connaît pas, je la connais pas, puis j'ai un thumbs up pour un morceau de métal que j'ai réussi à payer parce que j'ai eu le privilège puis la chance d'être né dans une bonne famille, d'avoir rencontré Marie-Lou, d'avoir été entouré d'une équipe extraordinaire qui m'a permis de faire des sous. Fait que je me dis, tu sais, tout ça, c'est comme du vent, puis c'est de l'énergie aussi. Tu sais, veux pas, quand tu as un niveau de vie
à ce niveau-là, même si tu fais des sous, puis dépendamment de combien tu fais, mais même si tu fais des sous, c'est des dépenses quand même. Je regarde les sous que ça coûte, puis je regarde ce que je pourrais faire sur le side avec ça pour aider d'autres personnes, puis je me dis, je pense que c'est mieux investi de ce bord-là. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça le fun d'avoir des voitures. Toutes les voitures que j'ai voulu avoir dans la vie, je les ai eues. Puis là, c'est comme fini. Je me disais, j'ai 33 ans, je vais m'ennuyer en esti à 40 là, si je continue à faire ça. Ouais. Puis peut-être qu'à 40, si j'ai mal géré mes affaires, il m'arrive une bad luck, j'aurai plus une scène. Parce que peut-être que les gens, Alexandre Champagne, les photos, ils vont faire comme, on a fait le tour, tu comprends? Fait que je pense qu'il faut pas se prendre au sérieux. C'est le fun quand ça va bien, tu sais. Sauf que tout ce qui monte redescend. Je pense à des photographes que je connais qui sont extraordinaires, qui ne travaillent plus aujourd'hui parce que, ben écoute, la tendance est passée, puis c'est rendu quelqu'un d'autre. Puis les gens se succèdent, des choses comme ça. Fait que je me dis, je veux réduire mon niveau de vie, de un, parce que j'ai envie de prendre mon capital puis de l'investir sur des projets sociaux que je veux faire. Puis ensuite de ça, ben pour mon niveau de vie, j'ai plus envie là, d'emmener large, tu comprends? J'ai envie d'une petite vie simple, puis de me servir le plus possible de mes ressources, autant mes connaissances, ma visibilité, mes sous, pour mettre ça au profit de choses qui comptent plus pour moi. Puis après ça, ben, si ça inspire d'autres gens à faire la même affaire, tant mieux, mais c'est vraiment pas une leçon ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est mon choix personnel à moi. Est-ce que tu as senti dans ce changement-là une espèce de légèreté Ah ouais, man. Je me suis dans ton être? ouais, je me suis remis à dormir. Ah Parce que ouais? moi, j'ai toujours été un gars qui dormait super bien. Puis à partir du moment où il est arrivé l'histoire avec Caroline Néron, je me suis mis à faire de l'insomnie. Ouais. J'ai fait ça parce que j'étais comme... J'ai vraiment été cocky en faisant ça. Je me mêlais pas de mes affaires. Il y a une chose que j'ai gardée de ce discours-là, puis c'est l'histoire des taxes. Les taxes que tu perçois, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu deviens un collecteur pour le gouvernement. L'argent que tu as des taxes, tu dois le redonner absolument, soit aux 3 mois ou à l'année. Puis ça, pour moi, c'est primordial. La meilleure forme de philanthropie au monde, c'est de payer ses impôts. Fait que quand j'entends des personnes qui sont extrêmement riches, qui veulent être encore plus riches en allant dans les paradis fiscaux, je trouve ça dégueulasse parce que c'est de l'argent qui va servir à tout le monde. Pas juste les gens qui mangent pas juste les gens qui sont malades, pas juste telle catégorie. Ça sert à tout le monde. À toi, ça sert à tout le monde. À un moment donné dans ta vie, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas peut-être avoir besoin d'un coup de main, une subvention, d'aller à l'hôpital ou whatever, puis ça va être payé grâce à des gens qui font des sous. Merci aux personnes qui sont plus fortunées, évidemment, parce qu'ils ramassent une bonne partie de la facture sociale. Mais moi, je pense que c'est full important. Fait que cette partie-là du discours, j'aurais pu la formuler beaucoup mieux, puis j'aurais pu ne pas m'attaquer personnellement à Caroline. Ouais. J'aurais jamais souhaité qu'elle fasse faillite. T'sais. Moi, je souhaite pas l'échec des gens. Je suis pas quelqu'un qui est compétitif, je suis pas quelqu'un qui est amer dans la vie, mais j'avais eu une super bonne année. J'étais un peu cocky de ce que j'avais réussi à faire. Puis quand j'ai vu ça, j'ai juste comme frappé. Ben, l'autre affaire aussi, c'est l'apparence, c'est le statut ou la glorification des entrepreneurs. Tu sais, le gars, il hustle, il se lève à 5 heures, il s'entraîne. C'est quoi les 10 habitudes des gens millionnaires? Puis je vois ça sur Instagram, puis je trouve ça débile. J'ai peur, mettons, de ce que ma fille va faire de cette information-là qui est complètement ridicule. Je veux dire, oui, tu peux devenir millionnaire. C'est pas interdit à personne de devenir millionnaire, mais c'est pas tout le monde qui part de la même place. Puis est-ce que tu veux vraiment être millionnaire? C'est tout ça ton but, d'avoir beaucoup de cash? Il y a tellement d'affaires fausses qui roulent sur Internet, des entrepreneurs qui font des speeches de motivation, ils ont 21 ans, ils n'ont pas eu d'échec dans la vie. Je trouve ça un peu débile. Fait que c'est un peu ça que je voulais défaire, où je voulais commencer la discussion. Puis malheureusement, j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas dans mes habitudes. Puis j'ai pris une personne à partie, puis j'ai mis cette personne-là dans le milieu de mon affaire, puis je le regrette. Tu sais, Caroline, c'est une fille qui est gentille. Elle a fait ses choix dans la vie, puis elle a fait ses affaires, puis c'est pas à moi de juger. Puis j'ai regretté ça, j'y ai parlé, on s'est excusé. Elle me porte pas dans son cœur, puis c'est tout à fait normal, puis j'y en veux pas pour ça. Mais j'aurais dû fermer ma gueule. Pour vrai, looking back, là. Je pense que c'est que ça... Son exemple à elle représente un peu ce que tu viens d'exprimer par rapport à l'espèce de glorification du statut plus que de l'entreprise comme telle, tu sais. Plus comme l'entrepreneur au-delà de l'entreprise, tu sais. C'est sûr qu'elle renaît beaucoup sur sa notoriété, son image, puis tout ça, plus que peut-être... Mais c'est correct, tu sais, t'as le droit de faire ça. Nous, c'est exactement ça qu'on a fait pour 3 fois par jour. Fait que je peux pas blâmer une personne de s'être servi. Puis je veux dire, ça marchait, ces affaires. Puis il y a des gens qui aiment ce qu'elle fait, puis ces trucs, c'était de la qualité. Puis je veux dire, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. En même temps, il y a quand même une différence, tu sais. Mettons qu'on garde les deux exemples justement de créer une entreprise comme 3 fois par jour, même si tu utilises des noms pour la créer, mais ça reste quelque chose qui est à part. C'est pas... Je comprends ce que tu veux dire. Cette C'est une histoire-là, passe à la palette. J'ai jamais vu
ni toi, ni Marie-Lou s'élever en utilisant l'entreprise, en fait. Là, vous avez quand même parti de pas grand-chose. En s'entendant, Marie-Lou était connue déjà un peu parce qu'elle chantait. Ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, c'est facile, c'est sûr qu'ils ont du succès, puis tout, sont déjà connus. » Puis l'autre moitié du monde disait « Chris, ça marchera jamais, c'est des has-been. » c'est ça. Hein? C'est quand même drôle. Moi, On savait pas trop. Moi, je trouve que vous avez quand même vraiment construit de quoi. Oui, elle chantait, mais vous avez construit de quoi de nouveau à partir d'absolument rien, man. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Là. C'est les personnes qui... Oui, puis non, on est parti de rien. On a eu des investisseurs privés au début que je remercie encore comme à tous les jours. Puis moi, j'avais quand même une base en photographie. Marie-Lou, ça faisait longtemps qu'elle cuisinait. Puis c'était pas nouveau dans le sens où Ricardo était là, Coup de pouce était là, Cuisine futée était là. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient déjà du succès. Je pense qu'on l'a fait différemment. Puis nous, comme je disais tantôt, ce qui faisait la différence, c'était nos intentions. L'intention avec 3 fois par jour, c'était de transformer pour le mieux la relation entre la nourriture et les gens. Ouais. Parce que Marie-Lou avait vécu un trouble du comportement alimentaire. Elle a été anorexique de 14 à 18 ans, puis elle s'est guérie. En majeure partie parce qu'elle a appris à cuisiner. Fait qu'en apprenant à cuisiner, tu comprends ce que les aliments font à ton corps, puis après ça, tu essaies de... Ou en tout cas, ce que Marie-Lou a réussi à faire, c'est de distancer l'image du besoin du corps. Fait que on a réussi à faire ça, puis c'est de ça dont il était question. Puis, tu sais, on le dit pas ouvertement tout le temps, mais le nombre de fois qu'il y a des mamans puis des papas en pleurs qui nous ont arrêtés à l'épicerie, dans la rue, au centre d'achat, whatever, pour nous dire « Vous avez sauvé ma fille, vous avez sauvé mon garçon. » On leur a trouvé, tu sais, on a trouvé une manière d'être en famille pour manger ou des choses comme ça. Je pense qu'on a fait naître du bon de ça, puis c'était ça l'intention. Avoir voulu... juste faire des recettes, on aurait eu un petit studio, puis on aurait fait 40 recettes par jour. On aurait engagé du monde pour faire des recettes pour nous, puis tout ça. Mais comme c'était vraiment un craft 3 fois par jour. Pendant 2 ans et demi, 80 heures par semaine, on faisait, elle cuisinait, je faisais les photos, on faisait la vaisselle. Puis c'était ça non-stop pendant 2 ans et demi. On n'avait pas de vie sociale, rien. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé là. C'est pas parce que Renan Jalil ou quelqu'un était derrière nous puis nous a poussé Tout à fait, là. à faire ça, où il n'y avait pas de machine, c'était elle puis moi en bobette le dimanche soir qui brainstormait sur qu'est-ce qu'on fait. Puis on a sorti des napperons, des affaires parce qu'on devait payer du monde pour travailler pour nous parce qu'on était dans le jus, la demande était forte et ainsi de suite. Fait que, tu sais, oui, on est devenu indépendant de fortune, mais man, on a mis les heures, tu sais. Oui, complètement. Puis je pense qu'une chose qui a démarqué aussi le truc, c'est la signature esthétique de ce projet-là qui était vraiment, qui avait du cachet, qui était différent de tout le reste des choses. Là, puis... c'est une signature on s'est fortement inspiré de ce qui se faisait en Europe, de ce qui se faisait en Australie aussi, des courants de photos culinaires. Puis maintenant, c'est devenu vraiment populaire. C'est un beau courant de photos, mais on n'a rien inventé dans le sens où on a repris des affaires, on s'est inspiré. Puis nous, ce qui était important quand on faisait des photos, c'était pas de faire des photos de la recette, c'était faire la photo d'un moment. C'était d'inspirer les gens à préparer une belle table pour la famille, pour les amis, des choses comme ça. Fait que quand on se faisait dire « Ah, c'est tout le temps beau, vous autres, c'est tout le temps parfait, vous vivez sur une autre planète », on était comme « Non, vraiment pas, man. Je vais faire mon épicerie en jogging à Longueuil, là, comme respire. Puis c'est juste que c'est pas inspirant. Tu sais, j'aurais bien voulu faire des photos de lunch dans un Tupperware sur un comptoir à côté d'un micro-ondes dans une cafétéria, mais comme c'est pas ça qui inspire les gens à cuisiner. Puis nous autres, ce qu'on voulait, c'est que les gens apprennent à cuisiner, puis aient vraiment envie de le faire pour vrai, puis faire une belle table, puis recevoir du monde, créer des liens, jaser, puis c'était tout ça 3 fois par jour. Fait que... On a reçu ici le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, là, un petit bout quand même, puis il disait, tu sais, les Ricardo puis les Marie-Lou, puis en tout cas ceux qui partagent leurs recettes puis qui inspirent les gens à cuisiner, justement, ils ont tellement, pour la santé publique, répandu du bon, parce que, tu sais, c'est un des premiers conseils santé nutritionnels, c'est cuisiner à la maison, tu sais, plutôt que manger dans les restaurants. Fait que justement, tu sais, vous autres, vous avez... désengorger les hôpitaux, tu sais, vous avez, de manière humble, je veux dire, parmi d'autres, mais dans le fond, tu sais, pour la santé des gens, justement, d'inspirer les gens à cuisiner, c'est un des meilleurs conseils santé que tu peux donner, là, tu sais. Non, c'est ça l'affaire, puis c'était ça le but, tu sais. Le but, c'était rien d'autre que de faire comme, hey, on est écœurés de nos jobs respectifs, pourquoi on ne supporte pas un projet, puis si c'est payant, tant mieux, puis c'est devenu ce que c'est devenu. C'était quoi ta job respective, toi, dans le fond? Moi, dans le fond, j'ai été humoriste de 2007 à 2012. C'est ça, t'as fait l'école de l'humour. J'ai comme appris ça vraiment trop tard. C'est drôle, hein? J'ai gradué en 2007, en même temps que François Bellefeuille, Mathieu Cyr, Simon Gouache. OK. Une bonne année. Une super bonne année. Mais moi, je t'ai connu dans le temps avec Contre de gars. Mais c'est là que je voulais aller.
Moi, j'étais au cégep, même au secondaire quand ça a commencé, au Ça me cégep. fait rire, man. J'ai un gars qui m'a dit hey, monsieur, j'aimerais vraiment ça, vos capsules de contre ouais. gars. J'étais comme, d'où, t'as quel âge? Comme j'ai 20 ans. Fait qu'il y avait 8 ans, 8-9 ans quand il écoutait ça. Mais tu sais, nous autres, moi, mettons, je suis peut-être 6 ans, toi, t'as 33. 33, ouais. Moi, j'ai 27. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, c'était fin secondaire ou cégep que je tripais, là. Mais Je tripais là-dessus, c'était c'était nice, bon. ça. Tu sais, mettons, oui. mettons que tu regardes maintenant le courant des photos de bouffe Pinterest. Mettons au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont arrivés après 3 fois par jour. Puis admettons qu'après ça, tu regardes Contre de gars. Puis les capsules web de genre de vlogs qui sont arrivés après Contre de gars. J'ai l'impression que toi, man, tu t'es inscrit dans des courants rapidement. Tu sais, au Québec, je veux dire, appelons ça vlog, mettons, là. Mais aujourd'hui, ce serait l'équivalent, mettons, là. Les humoristes qui font des capsules, puis ça Ouais. devienne leur méthode de marketing, dans le fond. là. Ouais. Tu sais, mettons, les... Mais toi, Mais t'étais early en tabarnak dans ce Ah trend-là. Ben, là. moi, j'ai parti ma page Facebook en 2007. Ouais. OK? Puis quand j'ai parti ma page Facebook... Facebook, en 2007, c'est ouvert. Ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans, c'est ça. Ouais. Hein? Puis là, tu avais ce qu'on appelait des fanpages. Fait que j'avais Toi, parti une t'étais- fanpage en T'étais un sortant de l'école. précurseur, mon gars, là. Ben, c'est parce que j'ai vu là... Ben, je sais pas si je suis un précurseur. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait en même temps, mais je peux pas savoir parce que Au c'est pas Québec, en tout cas, documenté, là. tu sais, on en parlait, là, des clips humoristiques comme ça, là. Il y avait en même temps que nous autres, il y avait Idiot Fortier, Ok. qui était une série web un peu comme caméra tenue dans la main. Là, Ok. puis c'était drôle, c'était vraiment drôle, c'était vraiment éclaté. Puis tu sais, il y avait eux autres. Puis pas longtemps après nous aussi, il y a eu le truc avec Simon-Olivier Fecteau en audition avec Simon. Ouais. Puis il y avait une couple d'affaires sur YouTube. C'est Tom juste et que ses chums, c'était en quelle année? Ça, c'était avant. Ouais, man. Ça, c'était avant. Des affaires médiévales puis Ouais. tout. Le Là. Donjon Dragon, là, c'est drôle, sérieux. je dis ça on parce, joue. que, parce que hier, il y avait comme un article, je sais pas si c'est crédit ou pas, j'ai pas pris la peine de le lire, mais ça disait qu'il y avait une subvention pour une web série Ouais. maintenant. là, tu sais, Mais ça, c'est comme genre 15 ans après. C'est comme ouais? un des premiers vidéos virales là, du Québec, Ah, là, ouais. Tom et Ouais, ses chums. ouais. là. Ben C'était- ouais, c'était vraiment Mais, nice. Mais c'est ça, ma page Facebook, puis Ouais. je me faisais regarder de haut quand j'ai fait ça parce que les gens trouvaient ça prétentieux d'avoir une page Facebook puis de parler de son Une matériel. J'étais comme, fanpage. tu sais, moi, dans le C'est fond, maintenant, c'est comme rendu la base. c'est ça, d'une c'est juste la entreprise. base. Tu sais, moi, Ouais. ça me faisait rire un peu quand les gens étaient comme ah, puis aujourd'hui, il y a des gens qui me donnent des sous pour que je leur explique comment ça marche, puis comment ouais. faire, puis tout ça, tu sais. Fait que, et puis je veux pas dire que j'avais raison, gang de cave, là, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai vu là, ben, c'était simple, man, c'était gratuit, puis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Puis moi, je suis un gars de même, je suis un peu sauvage dans le sens où si j'ai un projet, moi le faire, puis moi me le payer, esti, parce que genre j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé en humour, puis j'ai été vraiment gossé que les producteurs disent qu'il n'y avait jamais d'argent, mais que tous les producteurs que je connaisse avaient une Porsche puis un bateau. Ça me Ouais. faisait fucking chier. Puis je m'excuse, je deviens vraiment émotif quand je parle de ça parce que c'est encore ça la réalité. Ah, on n'a pas d'argent, mais tous les producteurs, puis plusieurs personnes, je dis pas que tous les producteurs sont riches à millions, c'est pas ça que je veux dire, mais comme c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste que l'argent est, selon moi, drôlement distribué. Puis encore là, c'est du cas par cas. Tu sais, j'ai fait des trucs où j'étais très bien payé. Quand j'ai travaillé chez TVA, par exemple, comme auteur, j'avais un très bon salaire, c'était bien. Mais comme j'étais tanné de ne pas avoir le contrôle sur le contenu, j'étais tanné d'amener, puis d'être stimulé par des idées, puis de me faire casser ça à chaque fois que je voulais les donner. Fait que j'ai fait à un moment donné, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour ramasser du cash, faire mes propres idées, puis après ça, ben, je vais faire ce que je veux dans la vie. C'est vraiment ça. Fait que c'est venu d'une frustration que je pouvais pas faire ce que j'aimais, que je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'aime. Puis j'avais commencé avec des capsules vidéo, genre, je décrivais un film de Walt Disney, puis je remontais toutes les parties dans le désordre, comme ça, pendant genre 2 minutes. Excuse-moi, j'ai accroché ton mic. Je mettais tout ça dans le désordre, puis ça faisait une espèce de montage un peu fou, c'était comique. Après ça, j'inventais des personnages, je leur faisais des faux documentaires. C'est le médium qui m'a toujours appelé. Puis là, je m'étais rendu compte qu'avec YouTube, ben, ça coûtait rien, puis tu pouvais le faire. Tu prenais des chums qui étaient pas pires, puis tu faisais tes affaires. Fait qu'après ça... on a fait contrat de gars, puis oui, ça a parti, mais je ne sais pas si c'est nous qui a donné le coup d'envoi pour ça ou si c'est le fait que les gens ont juste fait comme « Oh my God, un truc gratuit qu'on peut faire. » Je pense à Julien Lacroix. Ouais. Julien, que je trouve vraiment, vraiment puissant, qui a déjà dit à Joe Roberge, si ma mémoire est bonne, qu'on l'avait beaucoup inspiré à se starter des capsules. Puis tout ça, j'étais content d'entendre ça parce que Julien, il est vraiment bon, il est vraiment drôle, puis ça y a C'est un des super meilleurs, bien là. servi, tu sais. Lui, en ce moment, c'est un des meilleurs. là. Ouais, il est vraiment drôle. Les trucs qu'il fait avec Adib, puis tout. Moi, je me souviens, j'avais mal à la gorge, man, tellement je riais. Je pensais que j'allais vomir un moment donné, tellement j'ai trouvé cave. C'est juste fucking stupide, puis genre, j'avais besoin de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, ce qu'ils font. Puis
C'est juste qu'on a démocratisé l'accès C'est ça. à la culture à tout le monde. Puis comme on va en profiter, tu donnes le pouvoir au peuple. Là. C'est vraiment ça. C'est que les gens maintenant s'approprient ces affaires-là. Autant que Uber Eats, Turo, Airbnb, les gens sont comme hey, j'ai des ressources, puis je peux en faire profiter d'autres mondes, puis je peux me ramasser un sideline avec ça. Puis ça part des carrières comme dans le cas de Julien. Tu sais. Ouais. Ça change le statu quo aussi. Là. Nous, on l'expérimente ici avec le studio. Là, c'est la même affaire. Un studio comme ça, jamais des podcasts, mettons, là, jamais de la vie, on pourrait avoir les propos qu'on a, les invités qu'on veut, le contenu qu'on décide. Ton show à radio. C'est exact, c'est ça. S'il fallait qu'on attende notre show, ben s'il fallait qu'on rende des comptes à quelqu'un ou quelqu'un ne soit ça. pas d'accord avec nous, notre façon de faire en haut. Parce que, tu sais, toi, tu avais le feeling que ce que tu faisais, c'était la bonne chose à faire. Puis quand quelqu'un qui en haut disait « Ouais, non, c'est pas ça que tu devrais faire, nanana », c'est comme « Ah, tu sais. » Moi, j'ai pas gardé mes jobs longtemps dans la Mais c'est vie. ça. J'ai fait 4 écoles secondaires. Moi, j'étais pas capable de me conformer. J'étais pas capable. Puis pas de me conformer, genre, faut que tu sois là de telle heure à telle heure. J'étais capable de rentrer faire des chiffres. Là, c'est correct, je comprends le fait qu'il faut avoir une discipline, un horaire, puis des choses comme ça. Mais pour moi, quand ça sortait en dehors de mes valeurs, c'était no fucking way. Ça marchait pas. J'ai déjà quitté, j'ai travaillé 2 semaines dans un magasin de vêtements, une grande chaîne de magasins de vêtements qui n'existe plus maintenant. Puis je me souviens, j'étais avec un client, on avait du fun, puis genre, tu sais, j'étais payé un peu à commission, mais c'était genre ridicule. Je faisais comme 2 cents de l'heure à commission. Puis à un moment donné, la personne qui gérait le magasin est venue me voir, puis elle a dit là, ça va faire le sourire, puis on s'amuse un peu moins, puis ci, puis ça. Puis j'avais comme 850, 1000 piastres de linge dans les mains pour le client. Le client, il m'a regardé, il dit ça te tente, je t'amène prendre un café, tu devrais crisser ça là, ce job-là. J'ai fait ouais, bonne idée. J'ai mis le linge là, puis j'ai calissé mon camp. Puis comme. Man, je me souviens, j'ai des amis, là, ils faisaient de l'eczéma parce qu'ils stressaient d'aller porter des CV chez McDo, puis ils voulaient être pris parce qu'ils voulaient que dans leur CV, c'était écrit « J'ai travaillé chez McDo », genre « Tu peux m'exploiter, all you want, je vais le faire ». Puis pour moi, j'étais comme « Oh my God, c'est complètement ridicule, man ». Je veux dire, tu pourrais faire plus, tu pourrais comme faire ce que t'aimes, puis être payé plus, puis tout ça. Puis pour moi, ça n'a jamais été ça. C'était comme « No fucking way, je vais pas me conformer à vos affaires ». Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais. Ça a son lot de conséquences négatives aussi. Je suis pas un gars qui a la meilleure discipline au monde. J'ai juste un secondaire 4. Tu sais, comme il y a plein d'affaires comme ça, mais je vis bien puis je suis heureux. Tu sais, puis je veux pas dire aux jeunes, lâchez le secondaire, puis allez pas travailler, puis whatever. C'est super important. Je pense à retourner à l'école bientôt parce que j'ai manqué ça dans ma vie. Tu sais, j'étais full intéressé par la matière, mais j'étais complètement dégueulé par la manière de l'apprendre. Puis le fait qu'il fallait que je reste assis, puis que je fasse comme, OK, ben là, aujourd'hui, j'ai appris des affaires dont je me servirai jamais, tu sais. On a construit mon esprit de déduction, mon esprit logique avec les mathématiques, mais moi, ce qui me faisait triper, c'était le français, puis l'histoire, puis la musique, parce que je jouais du drum. Mais je pouvais pas faire ça. Fallait que je fasse des maths, puis j'aimais pas ça. Puis comme aujourd'hui, je connais les maths que j'ai besoin de connaître parce que j'ai des entreprises, mais comme... Sinon, je m'organise bien, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas gardé des jobs longtemps. Puis quand je voyais des milieux où j'étais capable de faire ce que je voulais quand je voulais, ben j'allais là, puis je demandais l'aide des gens. Puis j'ai toujours bénéficié d'une belle grâce. Tu sais, les gens m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais. J'ai toujours eu des réactions positives. Fait que je suis bien chanceux, mais je n'ai pas fait ça tout seul. La beauté aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre de te faire repêcher, d'aller te faire chercher par quelqu'un. Ça m'a donné une job, m'a donné... tu vas animer telle émission, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, on a tous les outils. Faire un podcast, honnêtement, tu sais, nous autres, on est bien installés. On a les beaux micros puis les belles caméras. Ça rentre dans le micro quand je fais ça? Un petit peu, mais c'est pas grave. Ça met de l'ambiance. C'est ça. Faire un podcast, c'est pas dur, tu sais, c'est pas compliqué, c'est simple. Construire son affaire, partir une chaîne YouTube, c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Puis peu importe c'est quoi ce que tu veux faire, t'as moyen de trouver. Puis tu sais, l'entrepreneuriat, encore là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui cette insécurité-là ou ce stress-là, ça fonctionnera pas. Mais si c'est pour toi, fonce, tu sais. Hésite pas parce que... Ou essaie-le, du moins. C'est là que tu vas savoir si c'est pour toi ou pas. Puis c'est ça. Puis il faut pas non plus banaliser. Tu sais, c'est ça, là, on parle des entrepreneurs. C'est tellement le fun d'être entrepreneur, puis nanana. Puis je suis comme, ouais, mais il faut pas sous-estimer non plus toute la catégorie des personnes qui ont des jobs manuels, qui ont des jobs... Oui, mais non, c'est comme, clair. écoute, là, si on n'avait pas de gars puis de filles de construction, man... on serait dans la merde, pas à peu près. Ben oui. Puis, tu sais, des ouvriers, tu sais, faut pas oublier qu'on est un tout puis qu'on dépend tous les uns des autres. Ouais. De toutes les manières possibles, là, on dépend tous les uns des autres. Puis, comme ça, c'est important de le voir. Fait que oui, c'est le fun, l'entrepreneuriat, puis tout. Mais comme tu dis, c'est-tu fait pour toi ou pas? Puis moi, j'encourage les gens à découvrir ce qu'ils aiment. Je dis pas aux gens, partez-vous en business, dites fuck you à tout le monde. L'attitude que j'avais, Take the power back. elle était pas noble tant que ça. Tu comprends? Ouais. C'est juste que j'avais pas envie de me conformer. Probablement parce que j'ai des douleurs d'enfant
enfance qui faisait en sorte que j'étais aucunement capable de tolérer l'autorité. Mais j'aurais aimé ça, la tolérer plus. J'aurais aimé ça, être plus longtemps aux études, tu comprends? Fait que, looking back, là, si je regarde en arrière, ben, je me rends compte que, man, c'est important de tout considérer, puis d'essayer des affaires, puis d'être calme, puis de le faire patiemment, parce que tu vas trouver éventuellement, c'est sûr et certain. Il faut juste pas que tu aies peur d'essayer. C'est ça. Comment tu sais, là, avec tout le discours que tu sembles avoir autour de la façon avec laquelle l'éducation n'était pas fonctionnelle pour toi, de la façon que c'était fait, c'est quoi ton approche? Parce que là, tu as une fille qui est rendue... Qui a 3 ans et demi. 3 ans et demi, qui va arriver dans le système d'éducation éventuellement. C'est quoi le... Comment pas t'appréhendes ça, mais comment tu vois ça arriver, sachant ta relation à toi avec le système d'éducation, puis la façon avec laquelle l'enseignement est donné aux jeunes qui parfois... puis moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis dans mon expérience à moi. Là, moi, une chance que je suis en sport-études, sinon je me serais jamais rendu au secondaire 3. Là, jamais. Fait que comment tu vois ça, mettons, maintenant, du point de vue du père? Je dis souvent à Marie-Lou, qui est la mère de ma fille, contrairement j'ai déjà entendu une rumeur comme quoi Jeanne, c'était pas ma fille. Ah ouais? Parce que c'est à sûr cause, que oui. j'ai entendu des affaires. Vous autres, les rumeurs, là, puis les magazines à potins. Moi, je suis dans une man, secte, by the way. Il y a des gens Hein? qui pensent que Marie-Lou et moi, on est dans une secte. Moi, j'adore ça. Quand je lis ça, je suis content de savoir qu'on occupe l'espace de l'esprit de certaines personnes. Mais ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas concevoir qu'un couple, ça va, ça s'en va. Mais je peux ça comprendre, termine. man. Je peux comprendre. Je veux dire, c'est assez terrible en général ce qu'on voit dans les couples, les séparations, les divorces, les applications pour dater, le fait de consommer des personnes. Moi, je comprends pourquoi ces gens-là pensent de même, puis j'ai absolument rien contre Tu peux eux autres. comprendre d'où ça vient. Ça me fâche pas pantoute, là. Ça me fait juste vraiment rire. Ouais. Fait que bref, pour ma fille, je dis souvent à Marie-Lou, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on soit ensemble tout le temps, à toutes les rencontres de parents, puis tout ça, parce que moi, j'ai eu des professeurs, des éducateurs spécialisés qui n'ont pas été fantastiques avec moi. Puis je veux pas les blâmer de rien, je veux pas les accuser, je vais jamais les nommer ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des expériences à l'école qui étaient vraiment traumatisantes. On m'a accusé de vendre de la drogue, on m'a accusé d'être voleur, des choses que je faisais. Moi, la seule affaire que je faisais, c'est que je faisais le con dans les classes pendant les cours parce que je m'emmerdais. Fait que je me faisais des petits bonhommes en snowboard que je pichinotais sur le monde. Je faisais des dessins, j'écrivais des partitions de drum, mais j'étais pas délinquant, je me battais pas, je prenais pas de drogue. Je me tu sais, comme j'étais pas un délinquant, tu comprends? Puis dans ce temps-là, à l'école, t'avais bon élève ou délinquant. Fait que j'ai fait plusieurs écoles. Puis je dis toujours Où est-ce que j'étais jamais le bon élève? Jamais le bon élève. J'ai lâché, écoute, mon secondaire 5, je pense que j'étais allé 80 jours sur 190. Là, puis le reste du temps, ma mère a motivé mes absences. Puis je jouais à Need for Speed au PlayStation. Pour vrai, genre, je faisais rien que ça. Parce que j'haïssais ça pour mourir. Ta mère avait abandonné, elle disait, OK, lui, on est mieux. Non, mais tu sais, il faut connaître l'histoire au complet. Peut-être un jour, je la raconterai, mais comme des affaires épouvantables. Genre, mes parents qui sont. Ils font venir mes parents à l'école, puis ils rencontrent mes parents, ils sont comme, on pense qu'Alexandre vend de la drogue, puis mon père qui est comme, what the fuck, man? Mon fils prend même pas de drogue, tu sais, comme, il n'est pas question qu'il. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment rushant pour des parents, là. Puis, oui. En tout cas, bref, ça a été très, très loin après ça, dans la commission scolaire ou whatever. Fait que je dis à Marie-Lou, tu sais, puis on dirait que je suis comme un peu content d'avoir une petite fille. Parce que j'ai l'impression, on dit que les garçons sont plus turbulents. Je veux pas croire à ça. Parce que je veux, tu sais, on parle beaucoup de l'égalité des sexes, puis on peut retrouver un comportement chez un ou chez l'autre. Puis après ça, le spectre du genre et compagnie, c'est pas des choses avec lesquelles je suis très à l'aise, dans le sens où je connais pas ça beaucoup. Qu'est-ce qui se dit, puis c'est quoi les bonnes affaires, puis tout ça. Fait que, mais je suis quand même content. Notre expérience à chacun, il y a tout le temps eu plus de gars tannants dans les classes que moi, de c'était filles. tout le temps ça. Nous, On était c'était 5 ça Alexandre en 5e année, puis honnêtement, mon prof aurait eu besoin d'un gun pour nous gérer. Là. C'est même pas des jokes. Là. Pour vrai, sérieux, là, on était l'enfer, man. L'enfer. Puis je peux comprendre Alexandre. pourquoi. Puis je le salue, je pense qu'il est encore en vie. Sylvain Basque, mon professeur de 5e année, que j'ai adoré, mais à qui j'ai fait vivre un enfer. Avec Alexandre Caron, Jonathan Pichette puis Sylvain Rousseux. On était genre un quatuor de la mort. En tout cas, bref. Pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Puis je disais à Marie-Lou, je veux qu'on rencontre les profs parce que je veux voir comment les profs vont gérer avec ma fille. D'un autre côté, je me mets à la place des profs aujourd'hui qui sont sous-payés puis qui ont des classes surchargées. Je peux comprendre. Écoute, moi, je donne des ateliers à du monde qui paye pour venir. Ils ont envie d'être là. C'est divertissant comme contenu parce que ça leur permet de repartir à la maison avec des connaissances qui sont intéressantes pour l'époque à laquelle on est.
Puis je trouve ça rochant parce que j'en donne 2 par jour, 2 jours de suite. Fait que je fais 12 heures en une fin de semaine à 20 personnes, puis je parle non-stop pendant 3 heures. Je trouve ça... Je suis pas épuisé, je suis pas en burn-out ou whatever. Je trouve ça le fun, j'aime ça, faire ça. Ouais. Mais faire ça à tous les jours devant une classe de 30 élèves qui n'ont pas envie d'être là pour la plupart... Oh man, moi, pour vrai, chapeau aux enseignants. Puis si mes taxes peuvent permettre, si nos taxes peuvent leur permettre de gagner plus cher, fuck man, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose parce que ça n'a aucun sens. Puis moi, je vais envoyer ma fille à l'école publique. Il n'est pas question que je dise que l'école privée ou que c'est des élites, puis d'en faire une... Tu sais, ma fille, elle fera bien ce qu'elle veut, honnêtement. Si elle veut devenir couturière ou qu'elle veut faire des bijoux pour les chevaux, je m'en crisse, je vais l'aider. C'est calissement niche, ça. C'est l'affaire que j'aime le plus dire. Moi, je vais faire des bijoux pour les chevaux. Ça me fait rire. Je savais même pas que ça existait, des bijoux pour les chevaux. Ben, je pense pas que ça existe. Il y a une demande. Ben, man, il y a peut-être une demande. Les gars, on se part un autre podcast. C'est ça, mais non, on se part... Le gars, c'est un pionnier dans même tout. Pas, on se part une entreprise de bijoux pour les chevaux. On se part un autre podcast parce qu'on parle. On appelle ça diamant crinière. De quoi de fucké, là. Fait que tu sais, si ma fille veut faire ce qu'elle veut, elle va faire ce qu'elle veut, puis c'est pas un problème. Je veux qu'elle aille à l'école publique. On a un très bon système d'éducation. Je pense que c'est fait pour la majorité, c'est fait pour la moyenne, parce que plus tu es un gros groupe, plus tu ressembles à la moyenne. Donc, les gens qui sont aux extrémités, on parle des élèves surdoués ou des enfants qui sont sous-doués, ben je ne le sais pas encore, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le système scolaire, évidemment. Je ne sais pas c'est quoi l'efficacité des ressources qu'il y a pour ces gens-là. Moi, j'étais surdoué à l'école, je tripais sur la musique, puis je m'emmerdais 100% du temps à l'école. J'avais pas de plaisir parce que je comprenais rapidement. Fait que quand je savais que je pouvais juste avoir 80 dans un examen, je checkais les questions que ça me tentait de faire, je calculais mon score, puis je faisais les questions, puis j'avais 80. Fait que j'aurais pu avoir 100, mais je m'en calissais, tu comprends? J'avais pas d'intérêt à être là. Je comprenais pas, je comprenais pas le concept. Mais tu sais, tu es un jeune garçon de 12-13 ans, tu passes par des changements, puis tout ça. Fait que c'est multifactoriel, le système d'éducation. On ne donne pas les ressources aux profs pour qu'ils aient du fun avec les élèves. Souvent, j'entends des histoires, j'ai des gens qui m'écrivent beaucoup pour se confier à moi. Je ne sais pas pourquoi. J'attire ça, j'imagine. Puis j'ai des profs qui disent « Hey, si jamais ça serait le fun que tu me donnes 2-3 trucs pour la photo, j'ai acheté des affaires. » Puis j'ai comme « De quoi tu as acheté des affaires pour tes élèves? » Elle dit « Ben, on n'a pas de budget à l'école, fait que j'ai acheté 2-3 affaires, tu sais, puis tout. Puis là, j'ai fait ça en fin de semaine. » Tu sais, la fille, elle a une famille déjà, elle a du temps à passer avec sa famille, puis la fin de semaine, elle prend du temps pour ses élèves qu'elle aime, qu'elle veut voir réussir. C'est comme une vocation, puis on dévalorise la vocation des enseignants. Puis même affaire avec les infirmières, même chose avec les postes de gens qu'on a besoin. Moi, demain matin, là, il y a un bateau qui part pour aller sur une île où on repeuple la Terre. Je suis pas là. Tu comprends? Je sers à rien. Asti, je fais des photos de cupcakes, man. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Tu comprends? Je suis drôle, je peux raconter des histoires, je peux faire des niaiseries un peu, mais c'est pas la chose la plus utile. Je ne suis pas la fondation d'une société en santé. Je suis la cerise sur le sundae, tu comprends? Je suis le gravy sur le steak ou whatever. Mais comme je trouve qu'on dévalorise beaucoup ces gens-là, puis j'ai peur de voir dans quel genre de système ma fille va être s'il n'y a pas de changements qui sont opérés rapidement. Parce que là, elle a 3 ans et demi. Fait que dans 1 an et demi, elle va rentrer à l'école. C'est sûr, la maternelle, première, deuxième, bon, je pense que ça va. Mais les profs sont loadés. Puis en plus, avec toute la question de la laïcité, est-ce qu'on va perdre des enseignants à cause de leur affiliation religieuse ou whatever? Puis c'est pas un jugement, faites bien ce que vous voulez dans la vie, mais comme je me demande dans quel système je vais envoyer ma fille. Fait que je sais que ma fille ne passera pas par les mêmes choses que moi parce que je vais lui apprendre de mes erreurs, mais je me demande ça va être quoi le système si on ne bouge pas plus pour adapter ce système-là au plus grand nombre de gens possible à l'extérieur de la moyenne. Exact, ben oui, c'est ça. On veut tous trouver un système où est-ce que tout le monde peut développer son plein potentiel. Que tu sois dans la moyenne, que tu sois un surdoué, que tu sois, justement, tu as des difficultés d'apprentissage. Puis là, j'ai l'impression que peut-être les surdoués, d'un côté, sont dans un système qui n'est pas adapté pour eux parce que ça devrait aller plus vite, justement, parce que là, sinon, ils s'emmerdent. Moi, j'étais comme toi, tu sais. Puis PH aussi, en fait, on était du monde qui avait quand même de la facilité, mais qui n'était aucune motivation. Puis surtout, valoriser ces jeunes-là qui, à l'école présentement, avec un cerveau qui est surdoué, s'emmerdent, mais se dévalorisent eux-mêmes. Oui, t'es bon, t'es le meilleur, puis tout, mais est-ce que ça te donne vraiment de confiance en toi? Moi, je pense que plus ou moins, parce que tu vois que t'es pas capable de te conformer à ça. Fait que je me dis, mettre à profit le talent de ces gens-là pour les gens qui apprennent moins rapidement. Essayer d'avoir des pères aidants. Puis sûrement qu'il y en a déjà. Je parle là, un peu à travers mon chapeau en ce moment parce que je ne connais pas les ressources qu'il y a dans les écoles. Puis je serais vraiment, vraiment curieux de le savoir. Mais je pense qu'on peut s'asseoir en gang puis brainstormer. Moi, c'est ma force, les idées dans la vie. Quand je brainstorm avec moi-même, je trouve plein d'idées. Comme j'ai des idées dans la vie pour un esti de paquet d'affaires qui n'ont pas rapport. Là.
Puis j'aime ça, les développer les unes après les autres, tranquillement, pas vite. Mais je me dis, hey, si on prend du monde brillant, là, une fin de semaine, on fait un congrès, on met tout ce beau monde-là dans une salle, puis comme il y a un micro au centre, puis viens nous donner tes idées. Ouais. Des professeurs, des gens sur le terrain. Pas 2-3 personnes dans un cabinet à Québec ou à Ottawa qui disent, OK, bon, mais on a temps, puis on peut faire tant. C'est comme, qu'est-ce qui motive les jeunes? Qu'est-ce qui va les faire en sorte qu'ils vont vouloir être en santé? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va avoir tu sais, comme, man, c'est les semences qu'on plante dans la terre pour comme, faire pousser la forêt de la prochaine génération. C'est tellement important. Puis on s'en crisse. Moi, je suis certain que ce que tu décris là, ça existe déjà. Là. Je suis certain Je suis pas mal sûr que que oui aussi. tu sais, du monde qui se penche sur la question de OK, comment on peut améliorer le système, OK, comment on peut rendre ça plus efficace, comment on peut s'assurer la réussite de plus d'élèves possible. Je suis sûr que ça existe. Moi, je pense que la seule chose qui manque, c'est des ressources. Tu sais. Dans les écoles, il y a passé de psychologues, passé de tout, tu sais, passé de ressources, de salaires, de gens, de fonds pour que tout le monde, passer de local, passer, tu sais. Ben, moi, je pense faut juste que c'est- comme le budget total là, de l'argent qu'on a, là, de la société, il faut en mettre plus là. C'est l'endroit le plus oui. important. Mais Ben, tu sais, c'est puis sûr. tu sais, en même temps, tout le monde dans tous les secteurs vont dire ouais, mais nous autres aussi, on a besoin de plus d'argent. Puis là, tu sais, tout le monde veut tirer la couverte de son bord, puis c'est normal parce que on voudrait tous faire mieux dans son domaine respectif. Mais s'il y a une job, comme tu disais, qui est sous-valorisé, c'est le job d'enseignant. C'est le métier le plus important dans une société. Ouais. Puis, justement, tu sais, ils se battent, ils sont en burn-out. Les jeunes, ils commencent, puis après 2 ans, ils font « ce métier-là, ça n'a pas d'allure. » Puis ils partent en voyage parce qu'ils se disent « c'est pas la vie que je veux. » Non, mais tu sais, c'est vraiment rough, tu sais. Autant pour celui qui commence que ma tante, qui est au bord de la retraite à 65 ans, puis qui est fatigué, même plus capable. Tu sais. Moi, je pense à ma prof de 4e année, Micheline, qui devait quand même assez âgée quand elle enseignait, une 60aine d'années. Puis, tu sais, elle a des discus de 4e année qui veulent juste aller jouer dehors puis se pitcher des balles de neige, je comprends. Puis je me disais, pauvre Micheline, man. Aujourd'hui, je pense à elle, tu sais, puis je me dis, calvaire, elle était bonne. On Ouais. était quand même une vingtaine, 25, 26, pas loin de 30 dans la classe, là. T'as 30 enfants à gérer. Puis tu participes à petite échelle à ce qu'ils vont devenir dans le futur. Moi, une chance qu'il y a eu des bons profs pendant mon parcours. Je me souviendrai toujours de ma professeure de 3e année. Quand je suis parti de Montréal puis je suis allé m'installer à Lachenay avec ma mère, fait que ma mère, c'est à Lachenay, c'est pas elle qui m'a suivi tant que ça, j'avais 7 ans. Là, mais... Moi, je m'en vais à Lachenay. Ah ouais, viens-t'en, on s'achète un U-Haul puis on s'en va. Puis je suis arrivé à l'école Arc-en-Ciel à Lachenay, dans le carrefour des fleurs, qui s'appelle Terrebonne maintenant. Puis Béatrice, en 3e année, était tellement douce, cette madame-là. Elle comprenait, j'avais l'impression, ma douleur de petit gars qui voulait juste sauter ses murs puis faire plein d'affaires. Puis elle était super douce avec moi, puis ça m'a redonné confiance en les adultes. Puis un peu plus tard, au secondaire, Renaud Godette, mon prof d'histoire au collège Saint-Jean-Vianney, secondaire 1, mon gars, ce gars-là, il rentrait le premier cours qu'il donnait, il montait sur le bureau. Puis il criait « L'histoire, c'est la vie ». Puis moi, j'avais vu le film Dead Poets Society avec Robin Williams, qui fait un peu le même genre d'affaires. Ouais. Puis Renaud faisait ça des années avant. Il a toujours enseigné comme ça. Puis c'est un gars qui était dynamique. Puis ça m'a redonné confiance qu'il y avait des adultes, des gens dans la vie qui allaient me guider adéquatement parce qu'ils comprenaient le fait que j'avais de l'humour, puis j'avais du pep, puis j'étais effervescent, j'avais envie de tout faire. Puis ça m'a vraiment aidé. Mais autrement, sinon, ça aurait été long en esti. Moi, Vas-y, j'ai eu quand je suis rentré au cégep, je suis rentré en sciences humaines, profil gestion. Mhm. Puis, je suis arrivé dans un cours de français, puis ça a duré une session. Après ça, je suis allé en art et lettres, littérature, puis, jusqu'à la fin. Là. Puis, il y a un de mes profs en français, le cours obligatoire. Puis, tu sais, les cours obligatoires français, habituellement, il n'y a personne, ça ne tente d'être là, tu sais. Puis, le prof, il y avait de la misère à gagner la classe. Tu sais, à semaine en semaine, il y avait de la misère à avoir l'attention de tout le monde. Fait qu'Anne est arrivé avec une guitare. Puis il a dit, quand que j'étais un jeune stagiaire, j'avais un prof qui m'a dit, quand la classe n'écoute pas, amène une guitare puis chante Jean Leloup. Puis là, il s'est mis à chanter les tunes de Jean Leloup, puis on a analysé les textes de Jean Leloup. Puis moi, j'ai fait littérature. Lui, il a compris. Hein. Littérature, straight up. Puis après ça, j'ai fait, OK, puis la gestion, ça me fait chier. Ouais. Lui, il y a quelque chose là-dedans qui m'attire, que je trouve cool. Fait qu'après ça, Il a scrappé ta vie, tu serais millionnaire. je serais C'est millionnaire. ça. Milliardaire. Milliardaire. Tu serais multi-trilliardaire si t'étais resté au cégep Oui, mais- en gestion, man. Qu'est-ce que tu fais? Eh oui. Mon frère, j'ai une autre anecdote
le système d'éducation. Là. Mon frère, là, il tient son crayon, il écrit comme ça, OK? Tu sais, son crayon, j'ai pas de crayon. Ouais, là. c'est son pouce, son c'est son pouce. pouce qui Son décide. pouce, puis là, il écrit comme ça, OK? Puis lui, il a commencé à dessiner, man, il y avait 1 an et demi, tu sais, puis il dessinait des pirates, man, puis des affaires, puis... Fait que, tu sais, il maniait le crayon bien avant. Une carte de la Terre du milieu, man. Ouais, il dessinait des affaires, Il man. dessine bien, en plus. Il dessine vraiment bien, Ah, tu sais, il faisait des BD tout le temps, tu sais, là, maintenant, il fait du cinéma, tu sais, mais il fait... Est-ce qu'il fait encore ses storyboards? Tu sais, il dessine moins qu'avant, mais tu sais, il a vraiment un talent pour le dessin incroyable. Puis, fait que, tu sais, il maniait déjà le crayon bien avant d'écrire, tu sais. Ben avant de se C'est faire ça. expliquer comment manier le Puis crayon. là, il est arrivé en maternelle, première année, puis là, ils se mettent à écrire, puis là, les profs, mais non, c'est pas comme ça qu'on tient son crayon, c'est comme ça. Puis là, OK, essaye de prendre le crayon de même, ça marche pas. Puis la première année, deuxième année, la prof, non, c'est pas comme ça qu'on tient un crayon, comme ça. Jusqu'à ce qu'il pogne Nicole en 4e année, qui dit, ah, tu tiens ton crayon de même, ça marche, fine. Garde ça de même, tu sais, garde ça de même. Ben oui. Puis tous les profs avaient essayé de changer sa manière, puis lui, il était pas capable, man, ça marchait pas. Puis là, à partir qu'il a pogné Nicole, qui a fait, genre, ta manière est différente, mais elle marche. Vas-y avec ça, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, là, les autres profs, ils l'ont laissé sacrée patience parce que Nicole, tu sais, avait comme dit... Ben là, C'était Nicole correct. m'avait dit. c'est ça. C'est référence à Nicole tout le temps. Ouais, non, Nicole m'a Si dit... Nicole, elle dit, tu touches pas à Nicole. Non, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Je trouve ça de dire, Krine, tu sais... Parce que, tu sais, c'est un... Tu sais, on dit l'école, c'est un moule, puis là, on se fait mettre dans un moule. Puis, tu sais, quand il y a du monde qui arrive puis qui disent... C'est correct, ta différence, man, tu sais, Ouais. genre... Puis si ça marche pour toi, vas-y avec ça, tu sais. Ben, C'est absolument. cool. Ouais. Absolument. Vraiment. Ouais. Il y a, à Bali, il y a une école qui s'appelle la Green School. Là. C'est comme une école mondialement reconnue. Il y a beaucoup de parents qui ont des moyens qui déménagent à Bali pour pouvoir donner cette éducation-là à leurs enfants. Puis apparemment que c'est comme une école vraiment... c'est vraiment free, genre free spirit, t'arrives là, puis là, les enfants, il y a des profs pour les aider dans leur cheminement, mais les profs sont pas là pour enseigner nécessairement. Fait que c'est comme le jeune fait un projet lui-même, puis le prof est comme une ressource, là, tu sais, pour développer ce qu'il a envie de développer. Ouais. Là. Puis, tu sais, j'imagine que ça fonctionne s'il y a du monde qui y vont, s'il y a du monde qui continue à vouloir ça. Puis, je sais pas à quel point, tu sais, fondamentalement, le système est à revoir, tu sais, ou c'est juste le support, comme tu disais tout à l'heure, qui est à augmenter. Est-ce que notre système, parce que moi, je crois que de s'asseoir pendant 6 heures par jour pour un jeune, s'asseoir dans une classe, moi, je crois pas que c'est la façon de fonctionner, tu sais. Puis je pense que ça, au-delà de, même si les profs ils ont des meilleures conditions, même si tout le monde a un meilleur salaire, des meilleurs moyens, des meilleures ressources, j'ai l'impression que le système de base est pas optimal. Mhm. Je veux dire, la manière d'acquérir l'information ou d'apprendre Ouais, l'information, c'est ça. ben, ça va Tu sais, dépendre mettons, pour toi, qui. là, t'es rendu un expert du tableau périodique, là. Ouais. Je suis persuadé que Il y a ça... du monde meilleur que moi. Là. Non, mais je veux dire... Mais je Neil comprends, deGrasse là. je suis Tyson, pas il est payé un peu une somme, meilleur guys. que toi. Je comprends, mais Je fais de la admettons... consultation d'ailleurs. Moi, ce que je me souviens de la chimie au secondaire, c'est l'expérience de la grosse crotte. T'en souviens? Tu mettais de coupe, ça faisait une grosse crotte qui sortait. T'en souviens-tu? Ben, C'était je me rappelle c'était pas, Michel au secondaire, man, dans le cours de chimie. Il a fait, OK, aujourd'hui, on va faire l'expérience de la grosse crotte. Là, il prend un élément puis une autre affaire, puis il met ça dans un bécher, puis là, ça fait une réaction chimique, puis là, il y a Ouais. une grosse crotte qui sort, Ouais. tu sais. Puis c'est ça. Mais Puis, tu sais, puis tout... Ça, c'est la chimie, ça. Ça, c'est la c'est la chimie. chimie Puis, pile, tu sais, comme toi, j'ai vraiment plus tard, je fais hey, la science, c'est intéressant, c'est le fun. Puis là, je me suis mis comme à full apprendre par moi-même. Mais au secondaire, tu sais, quand t'es jeune, est-ce que c'est dur de voir l'utilité derrière les choses que tu apprends, man? Puis- Ouais. Parce que, tu sais, il y en a une, là, je veux dire. Mais si t'es fasciné, par contre, c'est là que ça. Moi, j'étais fasciné par la science. J'ai fait sciences physiques, chimie 436. J'ai adoré ça. Là. Je tripais ma vie de savoir combien il y avait de neutrons puis de protons dans les éléments, puis comment ça fonctionnait, la masse atomique et compagnie. Mais comme ça m'est pas utile aujourd'hui, Exact. tu comprends? Ouais. C'est pas quelque chose que je vais me servir, mais je trouve ça vraiment le fun de l'apprendre. Mhm. C'est probablement un des cours qui me gardait là avec le français. Le français, je tripais ma vie. Puis ça, pour moi, c'est primordial. Je veux dire, Ben oui. c'est notre langue, il faut la préserver. Puis, tu sais, pour moi, la préservation de la culture française, de la langue française et québécoise ne passe pas tant que ça par la loi 101, mais bien plus par l'amour de la langue qu'on va transmettre aux élèves et non le fait de le crisser dans la gorge des immigrants. Tu sais, pour moi, là, c'est bien plus comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu apprennes doucement à une personne à aimer une chose qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, la langue française. C'est une des langues les plus complexes au monde. Puis comme elle est belle. Puis moi, quand j'entends une toune en français, n'importe quelle bonne toune en français,
défonce une excellente toune en anglais parce que c'est une langue qui est pas évidente à bien faire sonner de manière mélodique. Puis c'est full important. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me tentait de le dire. Ben non, mais c'est crissement intéressant, ça, de... Ah, tu parlais de la chimie, c'est ça. Que tu trouvais que c'était pas... on trouvait que c'était pas important de l'apprendre puis qu'on a de la difficulté à trouver la pertinence. Moi, ce que je disais, c'est que on dirait, je sais pas, probablement que les profs ont essayé de faire ça, mais j'ai jamais compris. Tu sais, mettons que ce soit dans le cours d'histoire. Tu sais, l'histoire aujourd'hui, je considère ça ultra important de connaître l'histoire du Québec, puis tu sais, l'histoire de l'humanité en général. Puis tu sais, je trouve ça, en tant qu'individu, puis en tant que peuple, de savoir d'où on vient, tu sais, ça permet de se connaître mieux, savoir où on s'inscrit justement dans le monde, dans l'histoire, où on s'en va, puis tout ça. Mais à l'époque, Jacques Cartier, qu'est-ce que ça me donne de savoir ça? Ça va jamais me servir, tu sais. Puis tu sais, peut-être qu'il y a peut-être que le bout où est-ce que le prof te dit ça, d'apprendre ça, là, ça va te servir dans la vie à ça, tu sais. Parce que moi, en tout cas, au cégep, on avait des cours de... Moi, j'étais étudiant en musique, dans le fond, au cégep, puis on avait des cours de littérature musicale, tu sais. Ça, c'est justement l'histoire de la musique. Ça part au Moyen-Âge, on apprend les chants grégoriens, l'époque baroque, l'époque classique, romantique, etc. Puis, la plupart du monde se disent ça sert à rien, le cours de littérature musicale, je vais aller pratiquer mon instrument, ça va me servir, tu sais, tout ça. Le prof, il avait dit, tu sais, les cours de littérature musicale, là, c'est important, tu sais, ça vous donne une culture, un bagage musical, puis faire de la musique, c'est pas juste être bon sur son instrument, c'est aussi connaître plein de musique. Tu sais, pour créer, il faut connaître. Ça va faire que tu vas aller en entrevue, puis tu vas avoir une culture musicale. Tu vas être capable de parler de musique. Tu sais, pas juste de ta petite affaire, mais tu sais, puis tu vas être capable d'aller chercher des éléments. Si tu composes d'un élément que Jean-Sébastien Bach, puis un élément de musique médiévale, puis tout ça, puis tu crées quelque chose d'incroyable avec ça. Tu sais, c'est à ça que ça sert, la littérature musicale. Puis j'ai fait ben oui, c'est pas fou, Chris, ça sert à quoi? Écoute, plus tu as de culture générale, mieux c'est, selon moi. Tout le temps. C'est juste que c'est pas nécessairement toujours utile, mais des fois, moi, quand justement je réfléchis avec moi-même, là, puis je me fais des brainsmos, ça me semble arriver souvent. Je vais loin dans mes affaires parce que, tu sais, j'ai lu des trucs. Moi, je suis un tripeux de National Geographic, documentaire. Moi, je pose des questions à tout le monde, tout le temps. Quand il y a quelque chose que je connais pas, je pose des questions, tu comprends? Bientôt, en tout cas, je suis en train de mettre sur pied mon projet. J'ai choisi le thème de mon prochain projet photo que je veux faire, puis c'est sur tout l'univers des personnes trans. Puis quand je dis l'univers des personnes trans, je veux pas dire qu'ils vivent dans un univers à part, mais je veux dire, c'est un comment je pourrais dire, c'est un enjeu pour moi que je connais zéro puis une barre, vraiment pas. Je sais pas comment on dit adéquatement, par exemple, une personne qui est née biologiquement un homme, qui est devenue une femme. Est-ce qu'on dit une femme trans? Est-ce qu'on dit un homme? Est-ce qu'on dit que c'était un homme ou ça a toujours été une femme, mais là, il y a vraiment le corps qui il ou elle désire. Tu sais, comme, je le sais pas. Fait que je vais aller poser des questions. Puis j'ai pas peur de me faire juger ou whatever. Je le sais pas, man. Puis pour moi, dans la vie, il n'y a pas de mauvaises questions. Puis je trouve que des fois qu'on a peur, on est gêné de demander, tu sais. On est gêné de dire je le sais pas. Tu sais, surtout par des sujets qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est touché, qui est chaud. Puis là, on se dit, mais là, je ne vais pas utiliser un mot de peur de me faire reprocher de l'avoir utilisé, de peur de ne pas utiliser le bon terme. Ou à l'inverse, je vais galvauder, je vais spinner sur un mot ou je vais faire du piggyback dessus pour me donner de la notoriété, pour faire semblant que je connais quelque chose ou pour faire du marketing. T'sais. Fait que c'est toujours un couteau à double tranchant de ce genre d'affaires-là, mais je trouve que c'est important de poser des questions dans la vie. Puis moi, j'ai toujours été très... Tu sais, on parlait d'adulte puis de modèle tantôt avec le prof Nicole de ton frère qui lui a dit tu peux écrire de même. Je trouve que c'est important pour un enfant d'avoir des bons modèles. Puis moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour les adultes parce qu'ils savaient tellement d'affaires que je me disais, waouh, quand je vais être plus vieux, moi aussi, je vais savoir des affaires. T'sais. Puis moi, j'aime ça vieillir parce que je suis de moins en moins con. C'est ça que je dis à ma mère. Puis j'ai des amis autour de moi qui sont comme, oh my God, je vais avoir 34, 35, je suis vieux. Je suis comme, non, t'es pas vieux, man, t'es à peine dans l'affaire de l'âge. À chaque fois que tu demandes à une personne de 60 ans, c'est quoi ta meilleure époque, ils sont comme entre 45 et 50. T'as des sous, t'as du temps, puis, ben, je veux dire, c'est pas tout le monde, là, je sais qu'il y a des exceptions, mais je veux dire, en général, tu arrives dans une époque de ta vie où est-ce que tu es moins stupide. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai hâte d'avoir 50 ans pour que les gens me prennent au sérieux. Là, à 33 ans, je vais faire une conférence puis je vais vous expliquer comment ça marche. Il n'y a personne qui va dire « Ah oui, bonne idée, esti. » Tu sais, comme j'ai rien vécu, là. J'ai des affaires exceptionnelles qui sont arrivées dans ma vie, mais pas assez pour prendre une audience puis dire « Écoutez bien ça, la gang. » Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu là aussi. C'est ça qui est, tu sais, d'avoir... L'autre jour, on faisait un podcast avec Boucard Diouf, puis il disait l'expression québécoise que je préfère,
c'est l'expression « je vais me coucher moins niaiseux à soir Ouais. ». C'est vraiment, tu sais, humble de dire l'état de base, C'est niaiseux, c'est ça. Tu peux juste être un petit peu moins niaiseux. Ouais, tu sais. exactement. Puis c'est ça la vie. Puis Ben quand oui. t'as la drive, tu sais, je pense que toi t'es de même, moi je suis de même, d'avoir la drive, d'apprendre à tous les jours, tu sais, puis de dire, je connais pas grand-chose, mais à soir, j'en ai savoir un petit peu plus que hier, tu sais, qu'hier. Puis qu'à chaque jour, justement, tu te couches moins niaiseux, esti, puis à un moment donné, justement, à 30, à 40, à 50, Ouais. c'est comme l'expérience, ça a une valeur, là, tu sais, puis Puis on parle souvent de comment je pourrais dire, de connaissances matérielles, dans le sens où on apprend l'histoire, on apprend le français, on apprend les mathématiques. Mais je trouve qu'on est de moins en moins porté vers les connaissances spirituelles. Puis là, je veux pas parler de cristaux et de chakras et il va compagnie. nous parler de cristaux. Bon, il va encore sortir son histoire. Fait que c'était tout le temps qu'on avait. Et voilà, Il va merci. sortir son tarot, là. Tirer au tarot. Moi, ça me fait halluciner, man, qu'on chiale autant. Dans un système pyramidal avec Hey. des Eh non, mais- cristaux, ils les amènent sur le podcast. Justement, les gars, si Justement, vous me donnez les gars, 50 piastres, vous avez le 50 droit d'en vendre. Mais vous trouvez 2 autres personnes qui vous donnent 50 piastres. Mais sérieux, tu trouves pas que l'astrologie, ça revient à la mode? Il me semble que tout le monde parle de ça. ce Hey, temps-ci. d'autres, veux-tu qu'on en parle? Ça met en C'est gossant, tabarnak. hein? Parce qu'il y a tellement de gens qui fustigent la religion, mais qui vont dire, Ouais. je sais pourquoi je suis même aujourd'hui, parce Mars que je suis est en Gémeaux. Capricorne. Fuck you, esti. Tu sais, premièrement, c'est basé sur une carte du ciel qui était bonne il y a 1000 ans, OK? On s'entend, là, parce que qu'est-ce qui arrive dans l'univers, c'est que les choses bougent et elles tournent. Fait que ça veut dire que la carte du ciel sur lesquelles ont été basés ces principes-là, ça n'existe plus. C'est plus de même. Fait que ça veut dire qu'il y a à peu près 1 mois de décalage environ sur ce qu'on dit pour vrai. Ensuite, pour moi, c'est pas de la spiritualité. Le hasard puis les affaires de même, comme tu peux pas les contrôler. Tu sais, le tarot, là, dire, OK, bon, mais moi, il y a juste une affaire, par exemple. Ma mère est allée voir une voyante, puis la voyante, elle a dit à ma mère. écoute Ça, bien par exemple, j'y crois. Ah, tabarnak. non, mais je sais pas si j'y crois, tu comprends, mais je suis un peu subjugué parce que la fille, elle a dit à ma mère, first, elle connaît pas ma mère. Ma mère, elle rentre, elle dit, ta belle-fille est enceinte, puis elle est comme, what the fuck, on l'avait même pas dit encore. On l'avait pas dit publiquement que Marie-Lou était enceinte. Ensuite, elle dit, elle va naître le 17 décembre. Entre 7h et 10h le soir, puis ça va être une fille. Fait que, tu sais, ça va être une fille, c'est correct. T'as 50-50% de chance de l'avoir. Mais la journée puis l'heure, puis alors que Marie-Lou était due pour le 25, je pense, la journée puis l'heure, mon gars, Jeanne est née à 9h le 17 décembre le soir. Je regardais l'horloge, puis je shakeais. J'étais comme, non, ça se peut pas, man. C'est impossible qu'elle ait été... C'est-tu du hasard? Je le sais pas. Tout ça pour dire que je trouve qu'on s'est éloigné des connaissances spirituelles. On a enlevé les moments où on se rassemblait pour communier, être ensemble, se dire « Hey, je trouve que ton comportement, il est ordinaire. » Tu sais, comme, on n'a plus l'Église, on n'a plus la religion, puis c'était quand même la dernière ressource qu'on avait de rassemblement. C'est sûr que c'était dirigé par des personnes qui avaient des intentions en tout cas, pas vraiment nobles nécessairement. Tu sais, quand tu fais vœu de pauvreté, tu es un évêque, mais tu as une bague qui vaut 20 000 $, puis tu dis aux gens, tu sais, restez pieux, puis nanana, puis toi, tu as des sauts de... Puis tu fais un vœu de chasteté, puis c'est t'es ça, la main puis- longue. Puis là. t'es avec des petits gars, puis ces affaires-là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je peux comprendre T'as pourquoi la les gens main ont longue. repoussé la religion, mais à mon sens, à moi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain parce que je pense que c'est important de se rassembler en gang puis de se dire nos vérités, dire comme, je dis n'importe quoi, on est collègues de travail, puis dire comme, hey, PH, j'haïs vraiment ça quand tu fais des jokes sur mes cheveux. Non, je te dis n'importe quoi. Puis comme ça, c'est spirituel. C'est spirituel de parler aux gens de leurs défauts, puis d'espérer d'eux qu'ils travaillent sur leurs qualités. Mais aujourd'hui, ça passe par des affaires qui n'ont pas de bon sens. Genre, je veux pas dire que le yoga n'a pas de bon sens, mais tu sais, je fais du yoga, je suis vraiment une meilleure personne. Non, tu es juste plus flexible. Comme la spiritualité, c'est le travail de l'esprit. Ouais. Puis si on pouvait promouvoir autant le fait de travailler sur son esprit, la thérapie, des livres, des médicaments pour certaines personnes qui en ont besoin pour bien fonctionner en société, puis leur donner un coup de main pour les ramener avec nous autres. Autant qu'on promouvoit le fait d'avoir des abdos puis des boules en béton, ben man, on serait tellement une bien meilleure société parce qu'on dit pas ça beaucoup à nos enfants. Là, on commence à parler d'anxiété. Moi, j'ai commencé à faire des crises de panique, j'avais 18 ans. J'étais un extraterrestre, mon gars. Les gens étaient comme « Ah, t'es fatigué. » J'étais comme « Non, je suis pas fatigué. » Pendant 1 heure, je pense que je vais être le next big thing dans le monde. Tout le monde va me connaître. Je vais être multi-trilliardaire. Puis après ça, ben, j'ai l'impression que je suis la pire merde au monde. Je sais pas ce qui se passe, man. J'ai comme un changement qui n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai travaillé sur mon esprit pendant 11 ans, puis j'ai guéri de l'anxiété puis de l'angoisse. Les gens disent « Ah, faut que tu t'habitues. » Puis j'ai regardé une publication Instagram. L'autre fois, la personne demandait « C'est quoi votre truc pour coper avec l'anxiété? » Puis les gens étaient comme « Ah, ben, je vais lire un livre. Ah, ben, je vais faire ci. » Puis j'étais comme « Il y a personne qui parle de thérapie. »
Il n'y a personne qui parle de lire sur le sujet. Il n'y a personne qui parle d'un docteur qui a trouvé une manière de PNL, de PRI, de trucs comme ça. Puis ça me faisait capoter. Parce que même si on parle beaucoup des maladies mentales, c'est comme devenu un peu une manière de montrer qu'on est impliqué, mais on n'a pas vraiment idée de comment on va faire ça. Puis ma copine, elle travaille en santé mentale chez les adultes dans un truc qui s'appelle les services intensifs dans le milieu. Fait que des personnes qui ont des maladies mentales graves, schizophrènes, bipolarité, des choses comme ça. Elle fait des routes où elle va porter des médicaments, puis elle est en contact avec ces gens-là sur une base quotidienne. Puis comme la maladie mentale, c'est vraiment pire qu'on pense, honnêtement. Puis je trouve qu'encore dans des émissions, dans des trucs d'affaires publiques, on banalise ça. Tu sais, je pense qu'il y a une émission qui s'appelle Huissier ou je sais pas quoi, où est-ce qu'ils évincent du monde de leurs affaires. Puis là, ils font un gros cas de la personne qui pète une coche, mais c'est une personne qui a des troubles de santé mentale. Fait que, Chris, tu peux pas avoir belle cause au mois de janvier, février. Puis après ça, tu diffuses une émission de même où est-ce que tu démontres une personne qui est en détresse totale. Tu sais, cette personne-là, elle est en détresse. C'est pas une crise de folle. Elle est en détresse, elle a besoin d'aide. Puis comme, c'est ça, l'angoisse, l'anxiété, à beaucoup plus petite échelle que la bipolarité ou la schizophrénie, évidemment. Mais comme, pour guérir, ça prend de la thérapie, puis ça prend du travail sur soi, ça prend de l'éducation et des connaissances spirituelles. Puis ça, on n'en parle pas souvent. Puis j'ai évidemment quelques idées sur le sujet que je dévoilerai à un moment donné, mais comme... Ça, je trouve que ça manque dans notre éducation. Ouais. Est-ce que... Parce que le mot spirituel est souvent connoté... Mais si on appelle ça intelligence émotionnelle... Ah, absolument. Peut-être, parce que j'ai l'impression que tu décris deux affaires. Tu décrivais l'intelligence matérielle, qui est l'intelligence de connaissance, puis l'intelligence spirituelle. Puis on avait une conversation avec Antoine-Olivier Pilon, qui est le jeune, ouais. Lui, il nous a subjugués par son intelligence émotionnelle. Vraiment. Il est sharp, ce gars-là. Il nous parlait de la communication, parce que lui avait fait un genre d'atelier, ça s'appelle communication consciente, OK? Ouais. Ah ouais. C'est quoi? Puis tu l'expliquais tout à l'heure de comme juste s'asseoir, puis un peu ce que puis j'y avais jamais pensé comme ça, mais que l'Église pouvait t'amener ou le confessionnal pouvait t'amener. Ben, le confessionnal, moins, parce qu'il était question de punition dans ce temps-là. Puis pour moi, c'était pas une notion qui était bien... Mais vis... l'Église reste problématique, mais le point que t'amenais de dire que c'était un lieu de comme conversation, où est-ce que tu pouvais en groupe mais c'est parce que tu avais une personne... Oui, mais tu avais aussi une personne qui parlait de principes et de valeurs, tu sais. Je pense pas qu'il y ait un gars qui est ressuscité pour vrai. Honnêtement, ça serait très étonnant. Puis je pense pas qu'il a changé l'eau en vin puis tout ça, mais je pense qu'il faut comprendre, il faut faire la différence entre les métaphores, l'histoire, la manière romancée d'expliquer les choses, puis de prendre le message, mettons, de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Moi, je vois pas le problème avec ça, tu comprends? Non. Je vois un problème avec des évêques qui touchent à des petits gars, mais pour moi, le message puis qui dit... des nations complètes qui se tuent pour leurs croyances. Ben c'est ça. Puis, tu sais, mettons les 10 commandements, tu lis ça, ça a bien de l'allure. Tu vas pas tromper ta femme, tu vas pas tuer ton voisin, tu vas pas voler. Je pense que c'est un peu la base d'une société, tu comprends, qui est en santé. Puis après ça, ben tout ce que les hommes en ont fait, c'est dégueulasse, tu comprends? Mais le principe de base, c'est important. Puis juste faire une parenthèse sur ce que tu disais par rapport au confessionnal, moi, je pense que dans la vie, tu te crées ton propre enfer ou ton propre paradis. Si tu commets, je dis n'importe quoi, puis je veux pas excuser le geste, mais une personne qui est ivre au volant, qui fait un accident avec une autre personne, tout le monde s'en sort, heureusement. Cette personne-là vit déjà l'enfer. Elle vit l'enfer. Pour faire de quoi du genre, faut que tu souffres en esti. Parce que sinon, si tu es une personne normale, consciente, puis qui a des bonnes intentions, tu ne feras jamais ça. Puis après vient la justice et compagnie qui est méritée. On a besoin que cette personne-là soit punie, c'est sûr et certain. Mais il y a déjà un enfer comme émotif qui est vécu par cette personne-là. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Non, définitivement. Mais en fait, je voulais juste renchérir sur ce que tu disais de l'importance de la communication, de s'asseoir puis de dire ça. Quand tu fais ça, je me sens de cette façon-là. Puis comment qu'on peut faire pour continuer ensemble dans cette partnership, relation amoureuse, relation amicale. Familiale, whatever. Puis de dire comment qu'on fait pour les deux avancer ensemble. Puis ça, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Puis c'est beaucoup plus important qu'on le pense. Puis je pense que de plus en plus, on le découvre en tant que société. Que tu disais, tu sais, on commence à parler d'anxiété. C'est vrai que ça fait pas longtemps, là, qu'on parle d'anxiété, puis est-ce que l'anxiété, c'est quelque chose qui est nouveau? Peut-être que l'anxiété, c'est quelque chose qui a plus maintenant, à cause du rythme de la société, du rythme de la vie et tout.
Mais je pense pas que c'est quelque chose qui est nouveau. Là, Ben non, mais moi, je pense à ça. Puis quand j'avais commencé à m'intéresser au sujet, première crise, comme 18 ans, je vais toujours m'en souvenir, là, toute ma vie, je travaillais dans une boutique de tatou, puis à un moment donné, je pensais que j'allais crever, genre de même. Mhm. Puis après ça, ben, t'as peur d'avoir ce feeling-là, fait que tu développes Ouais. la peur d'avoir peur, l'anxiété, ça va te servir, qu'est-ce que je suis malade, j'ai eu le cancer, vas-tu mourir? Puis là, écoute, j'avais 24 ans environ, quand j'ai été chercher mon premier livre, fait qu'il y a 6 ans entre les deux, puis j'étais arrivé au Renaud-Bré sur Saint-Denis, puis il y avait 3 livres dans la section développement personnel, whatever. Puis aujourd'hui, tu vas chez Renaud-Bré, c'est la catégorie qui vend le Ouais. plus après les livres de cuisine. Développement Ouais. personnel, anxiété, angoisse, stress, whatever, blablabla. Il y a plein d'affaires. Puis quand tu parlais de la communication, dire à quelqu'un, quand tu fais ça, je me sens comme ça va à double sens. Il faut que, un, la personne soit capable de l'exprimer correctement. Puis il faut aussi que, deux, la personne qui le reçoive pas comme une attaque. Si, par exemple, on a un conflit, toi puis moi, puis je te dis... PH, quand mettons, je sais pas, moi, quand tu invites des amis à la maison, puis tu oublies que je suis pendant mes études, ça me gosse vraiment beaucoup. Mais toi, tu pourrais faire comme, hey, tabarnak, je paye moi Tu veux avec. pas que j'invite puis si, des puis tu veux ouais, pas que ouais. j'invite, tu t'aimes pas mes amis. Comme, non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que, mettons, ta liberté arrête où la mienne commence. Genre, puis là, moi, je suis dans une période d'études, fait que comment on peut coper? Puis, hey man, c'est la base de tous les conflits sur la Terre. Pense aux personnes trans en ce moment, pense aux personnes de race noire qui disent on est victime de discrimination. Puis les gens vont hey, tabarnak, là, moi, je suis pas raciste, moi, puis nanana. C'est pas ça qu'on dit, buddy. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore des personnes, à cause qu'ils ont la peau noire, qui subissent des inégalités puis des injustices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils sont pas là pour le fun. Je veux dire, il y a personne qui cash in sur le fait qu'il y a des inégalités puis de l'injustice à cause de la couleur d'une peau. C'est pas vrai, tu comprends? Oui, il y a des personnes dans les médias qui en parlent, il y a des activistes, mais leur but, c'est pas de se rendre milliardaire. Il y a des personnes avec des bonnes intentions qui veulent aider à faire avancer des causes puis des enjeux sociaux. Fait que si on prenait la peine d'enseigner à nos enfants comment répondre à ce genre d'affaires-là puis comment s'exprimer dans une situation où ils n'aiment pas, à dire non, je pense juste à la culture du viol. C'est la même chose. Il y a des jeunes filles, il y a des filles, des femmes. On apprend là, qu'il y a la majorité des femmes qu'on connaît, Calvaire, qui ont subi pas des agressions, mais des moments où ils n'étaient pas à l'aise sexuellement avec des partenaires, puis même en public avec des hommes qui les regardaient de travers. Puis tout ça, puis ces personnes-là voice un concern. Puis, esti, t'as un paquet de gens qui sont « Oh, c'est bien, là, les vierges offensées. » Tu fais comme « Attends, 2 secondes. On te dit pas que tu es un épais parce que tu es un homme blanc de 40 ans puis que tu es privilégié. Ce qu'on te dit, c'est que tu as plus de chances qu'un paquet de monde. Fait que prends 2 secondes parce que... Puis ça veut pas dire non plus que tu n'as pas de problème dans la vie puis que tu n'as pas besoin d'aide puis que tu es correct puis que tu vas être golden toute ta vie. Ça veut juste dire que là, il y a un gros problème en ce moment puis c'est grandissant, ce problème-là. Fait qu'on peut l'écouter, puis tu peux écouter un autre problème, puis tu peux choisir ce que tu fais. Mais comme de bâcher du monde qui voice un concern, c'est d'aller à l'encontre du développement de l'intelligence émotive. Puis comme c'est full important qu'on apprenne ça à nos jeunes, je pense plus que le théorème de Pythagore. Mais faisons donc les deux. Ouais. C'est possible de faire les deux. Peut-être qu'on pourrait laisser de côté le bouclier canadien. Si j'avais le choix entre le théorème de Pythagore puis le bouclier canadien, je laisserais aller le théorème de Pythagore. Ah ouais? Ouais, possiblement que le Sais-tu bouclier combien de canadien, fois j'ai calculé la surface d'un triangle dans ma vie, man? Combien de fois, Zéro, Ben, I c'est guess. ça. Puis comme si j'avais besoin de le faire, je demandais à quelqu'un qui savait Je serais comment pas capable, je faire. serais plus capable de le Ben, faire. j'ai hypoténuse. Attends un peu, c'était quoi déjà? C'était... Oh my God, man. Je m'en souviens même pas. Cosinus, sinus, tangente. Puis là, tu avais une équation à faire pour trouver Ouais. l'autre ligne. Une des 3 lignes, en tout cas, si t'en avais 2. Puis là, tu avais les angles, puis dépendamment du triangle, puis tout. Je m'en rappelle. C'était le fun, man. Mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même une tradition, man, qui nous vient des Grecs anciens. Tu sais, c'est quand même incroyable. Tu sais, il y a quelqu'un qui a découvert ça. C'est comme, OK, il y a une formule pour trouver ça. Puis là, c'est comme un savoir. Puis là, tu sais, qui se transmet, man, à travers les millénaires. Moi, c'est ça qui m'impressionne le Ben plus, tu sais. C'est vrai. Puis tu sais, je pense que c'est encore... Tu sais, si t'étais allé en whatever science, t'aurais eu besoin de ça, là, tu sais. Puis c'est quasiment plus... Tu sais, les maths au secondaire, au primaire, je pense quasiment plus une gymnastique mentale. Ben, moi, Tu sais, je pense c'est que carrément je pense que ça, tu sais, c'est inévitable. c'est des nécessaire. exercices, c'est des push-ups de cerveau, tu sais. Ben oui, absolument. Moi, je pense Sauf que c'est à ça que ça sert. Sauf que l'intelligence, pour moi, c'est un spectre, dans le sens où Ouais. tu as de l'intelligence matérielle, l'intelligence émotive, tu peux être plus fort en maths, tu peux être plus fort en langue, tu peux être plus fort pour déceler comment une personne se sent, défaire une situation de crise. Tu sais, puis je pense que ce qu'on manque, c'est de capitaliser sur les talents et les qualités. Si tu as
17 000 défauts puis il y a une qualité, capitalise sur ta qualité. Les défauts vont disparaître d'eux-mêmes puis les autres qualités vont arriver à cheval, mon gars, en faisant comme « Yeehaw! » C'est vraiment important de capitaliser sur des qualités puis des talents. Tu sais, moi, à l'école, j'étais un bon orateur. Fait en français puis dans les oraux, je torchais tout puis j'aidais mes amis. Tu comprends? Je leur disais « Ben moi, dans le fond, je fais ça de même ou ça de même puis whatever. » Fait que je devenais un vecteur d'aide en même temps. Mais je pense c'est parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, à 30 dans une classe, tu n'as pas le temps de t'asseoir avec chacun et de dire quelle est ta force. Tu sais, c'est comme c'est difficile de faire ça avec les ressources qu'on a. Fait que je ne sais pas si c'est de chialer sur le système ou juste de se dire on a quelque chose de très bon, de base, mais comment on peut l'adapter mieux, encore comme je disais tantôt, aux extrémités puis sortir un peu de la moyenne. Tu sais. Je pense que la difficulté, là, c'est que plus le temps avance dans l'histoire, plus le monde change rapidement. Ouais. Tu sais, il n'y a pas grande différence entre l'an 1000 et l'an 1200. Tu sais. Ouais. Tu sais, dans la manière que les gens vivent, que la technologie existe, fonctionne, tout ça. Mais entre 2000 et 2019, il y a une hostie de différence. Ben, tu sais. en fait, techniquement, man, genre de l'an 700 jusqu'à l'an 1700, Tu sais, il n'y a pas tant de différence que ça ça. n'a pas évolué tant que ça. Là. Jusqu'à la Renaissance, man, c'était la même calice d'affaires. Puis là, plus ça avance, plus la technologie évolue rapidement, plus ça change nos comportements en tant qu'humains, nos relations interpersonnelles. Fait que, tu sais, ce qui était vrai dans les années 60 sur comment c'était quoi un bon mode d'éducation, c'est probablement vraiment plus vrai aujourd'hui. Tu sais, le fameux livre là, sur comment être une bonne femme au foyer. Là. Ben oui. Hey, mon fou, gars. ça. Non, ça, c'est fou. Il lisait des exemples, des passages de ça. Je me rappelle plus dans quelle classe, mais c'est insane. Ouais. Hey, mon Genre, gars, man. vous serez prête lorsqu'il arrivera. Hey. Le repas sera prêt lorsqu'il arrivera. C'est terrible. Ben oui. Comment... Oh my God. Non, man. ça, c'est fou. Mais tu sais, probablement que le fait qu'à l'époque, tu sais, on a moins de relations interpersonnelles avec les autres humains, tu sais, avec la technologie, tout ça. Ah, je suis pas d'accord avec ça, moi. Tu penses? Je pense qu'on en a plus. Toi, est-ce que tu Mais on en a calcules plus ça? virtuellement. Mais, tu sais, vraiment, là, tu sais, je sais pas, les soupers de famille, les gatherings, tu sais, je parle à mon voisin, puis tout ça. J'ai l'impression que ce contact-là, vraiment d'humain à humain, sans l'intermédiaire d'une technologie, est en diminution. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est en diminution, mais je trouve qu'il est en augmentation en termes de qualité. Parce que en tout cas, pour ma part, quand j'en ai un, je saisis le moment. Là, je croque dans la vie à pleines dents. J'ai l'impression que t'es un anomalie dans la façon avec laquelle on vit les pense choses. Pas, man. Moi, là, il y a des gars qui travaillent devant chez nous en ce moment ils rénovent des trucs. Puis moi, je suis fasciné par tout dans la vie. Je suis vraiment gossant. Là. Quand il y a de quoi de nouveau qui arrive, il faut que j'arrête puis je comprenne qu'est-ce qui se Qu'est-ce que vous passe. faites, les gars? Ben justement, je passe à côté du truck, puis là, je dis, tu sais, je salue. Parce que moi, quand je croise quelqu'un, je le salue. Je suis de même dans la vie. Que je le connaisse ou pas, je le salue. Puis comme des fois, j'oublie qu'il y a certaines personnes qui peuvent me connaître, puis c'est weird pour eux autres parce qu'ils sont comme. Il m'a reconnu. What the fuck? Alexandre Champagne, c'est Fait que qui? c'est vraiment drôle, tu sais. Puis j'ai pas tant connu que ça, là. Puis le gars, justement, on a eu un eye contact. Puis j'ai eu un eye contact avec. Je vais pas faire comme si je l'avais pas vu. Tu comprends? J'ai fait salut. Puis là, je dis, hey, by the way, qu'est-ce que vous faites en haut? Puis il dit, on fait le revêtement. Puis tout. Puis j'ai dit, OK, puis j'ai vu dans ton truck, t'avais une longue affaire pour couper comme du revêtement. J'ai dit, c'est quoi? Tu sais, on dirait comme un truc de presse. Hey, fait que là, il commençait à m'expliquer son affaire. Puis là, ce matin encore, je croise un autre gars. Puis je dis, là, les balcons que vous faites, le revêtement, comme je sais que nous autres, au condo, il faut qu'on le refasse, nanana. Puis j'ai dit, vous êtes un groupe. Fait que là, en tout cas, je pose des questions sur ce qu'il fait. Ça m'intéresse, tu comprends? Fait que j'ai un échange avec un humain. Je ne vais pas savoir 100 000 choses de plus, mais comme on est content de s'être parlé. Puis après ça, j'ai comme un genre de frisson de malaise. Puis je suis comme, j'ai parlé à un humain. Puis comme, il était donc bien gentil. Puis comme, mais j'aime ça, faire ça. Ouais. Tu sais. Oui, Il y a mais- un gars qui mettait des pieux l'autre fois dans le sol pour une véranda. Puis, sérieux, je l'ai regardé pendant une demi-heure. Je regardais comment il faisait son affaire. J'étais OK, le marteau, le fil, le laser, la machine. Puis à la fin, j'ai posé des questions. J'y faisais une entrevue. J'étais comme, là, la machine, là, s'il arrive telle affaire, puis là, il était comme, ah ouais, puis là, asti qu'il était passionné. Puis je suis comme, man, c'est un spark que ça prend. Mais tu vois, le gars, il était content parce que ça y arrive pas tous les jours, ça, tu sais. Non. Moi, je pense vraiment pas que ça arrive à tous les jours. Je pense que c'est la tellement fois intéressant, de man. l'année que ça y est arrivé, tu sais. De se faire questionner sur, hey, c'est quoi ton métier? C'est dommage intéressant. Mais imagine, on fait tout ça. Ben oui, mais c'est Ben ça oui. qu'il faudrait faire, tu sais. Puis Puis- imagine, mettons, je parle juste pour l'anxiété puis l'angoisse. Imagine un matin, tout le monde fait comme, ah ouais, t'es angoissé, man, c'est vraiment poche. Je comprends ce que tu vis. Tu veux-tu qu'on en parle? Imagine si ça, c'est la réaction globale à l'anxiété puis l'angoisse, à quel point l'angoisse a disparu à 75%. C'est sûr et certain. Ouais, ouais. Si tu sais que tu as des ressources puis tu peux t'accoter sur quelque chose, mais comme tu dis, c'est vrai que ça doit être rare. C'est juste moi qui est un peu weird, peut-être, limite. Tu fais bien. Tu fais bien être Non, weird. mais c'est hot, Continue, man. man. Ah oui, c'est hot, mais ça.
Moi, je peux pas croire ça. que tu es dans un Uber et tu parles pas avec la personne qui chauffe. Moi, quand je rentre dans un taxi ou un Uber ou whatever, puis je vois que la personne vient pas du même ou elle a pas des origines du même pays que moi, la première question que je pose, c'est de où tu viens. Puis comme plus souvent qu'autrement, les gens me disent ben je suis né à Montréal, puis je suis comme je pars à rire, parce que je trouve ça drôle, mais je veux dire comme je le vois que tu es de descendance africaine ou haïtienne, comme raconte-moi ça parce que je le sais pas. Puis là aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est raciste. Fuck all raciste. Si je pose pas de questions, comment tu veux qu'on élimine la barrière entre nous deux? Tu comprends? Tu peux pas faire ça si tu poses pas de questions. Clairement, nos familles viennent pas du même endroit. Ben non, pas C'est du de tout. toute évidence. C'est C'est pas ça. raciste de se rendre à cette Je évidence. dis pas que t'es pas québécois ou que t'es pas montréalais ou que t'es pas quoi que ce soit. Je veux juste savoir c'est quoi ton origine. Tes origines, puis comme... Tu sais, écoute, c'est incroyable. Il y a un monsieur Mané qui venait de la Russie, puis il m'expliquait qu'il était parti juste un peu après l'histoire de Tchernobyl, parce qu'il avait peur des radiations, puis tout ça. Puis lui, il avait un très bon emploi là-bas, puis son diplôme n'était pas reconnu ici, mais qu'il avait trouvé un peu de bonheur dans le truc du taxi parce qu'il avait son propre horaire, puis il rencontrait du monde, puis il me racontait un peu c'était quoi la culture là-bas, puis comment ça fonctionne, puis à quel point il était content d'être dans une société libérale quand même. Ici, on est quand même assez avancé au niveau communautaire, puis il voyait le filet social, puis les itinérants à qui les policiers venaient porter des manteaux, puis il trouvait ça extraordinaire, puis il me racontait ma ville comme je l'avais jamais vue. Ouais, puis avec c'est vraiment intéressant. sa perspective à lui. Là. Ben, c'est ça, puis il contribue à payer des taxes, il paye de l'impôt, il travaille, il aide des gens, il a un bon cœur, tout ça. Moi, je pense que c'est tout ce que ça prend pour le reste. Là. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est d'avoir des discussions qui s'éloignent de ton quotidien, on en là, parle souvent de ton quotidien, mais de ton cercle fermé ou ta chambre d'écho, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour avoir des perspectives qui sont différentes. Puis c'est vraiment, je crois, c'est ça la base de la communication. C'est vraiment... C'est ça qu'on a perdu, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas assez parce qu'on a la capacité de communiquer. C'est ce qui fait des humains qui se différencient le plus des animaux, c'est de se communiquer des émotions, des idées précises, des concepts flous. Des concepts abstraits, on est capable de s'en parler. Puis là, on se parle de la même chose. On se parle de la même chose tout le temps. Ouais. Puis moi, je pense que c'est impossible. problématique. Je pense que c'est impossible qu'à l'intérieur de 10 minutes, si tu poses les bonnes questions à n'importe qui, tu ne deviennes pas, que ça soit pas plus favorable à développer une amitié avec cette personne-là. Peu importe la personne, C'est clair. 10 minutes, les bonnes questions, tu comprends d'où la personne vient. Je suis sûr et certain. Je te parle pas d'un meurtrier en série ou d'un affaire de même, là, mais je te parle en général. Là. Pas n'importe qui dans la rue, là, ou quelqu'un qui fait un truc l'autre fois, je me suis pogné avec un gars en char, puis on allait à la même place avec nos filles, à la trampoline, puis c'était un peu de ma faute, honnêtement, puis j'étais vraiment, vraiment fâché, puis bon, bien évidemment, ma fille a rien remarqué, puis son enfant non plus, mais comme, quand on était dans le lieu après, j'étais comme, oh my God, man, c'est tellement ridicule. Je suis allé le voir, j'ai serré la main, j'ai dit, je veux juste te dire que je m'excuse. J'ai vraiment été épais, je suis désolé, tu mérites pas ça. J'ai dit, si on fait pas ça en ce moment, là, toi, tu t'en vas chez vous, t'es fâché, je m'en vais chez nous, je suis fâché. Tu te souviens que telle personne a fait ça, quelle cave, est-ce que le monde est cave? Puis là, tu contribues à la grogne populaire de tout le monde qui se tape ses nerfs parce qu'il se coupe en char ou whatever. Puis j'ai fait comme non, moi, je vais briser ça direct là. Ça a été un esti de travail pour l'ego, mais comme j'avais envie que ce gars-là passe un bon moment avec son enfant parce que moi aussi, j'avais la même affaire. Puis je me suis dit, si moi, j'ai envie de ça, il a probablement envie de ça. Fait que je trouve ça important, surtout d'aller vers des gens qui nous intéressent pas. Des gens qui font des affaires. Tu sais, mettons, moi, Occupation Double, je ne l'ai jamais écouté. Je sais que tu as participé, mais j'ai zéro jugement par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui disent Occupation Double, sauf qu'il faut pas que tu oublies qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça pour un paquet de raisons différentes. Puis moi, je suis comme, tu m'invites à venir jaser. Fuck ouais, je vais venir. Puis ça va être d'autant plus intéressant parce que l'univers dans lequel tu as gravité pendant un certain moment, c'est super loin de moi, puis je connais pas ça. Puis je pense que c'est une gymnastique, un peu comme on parlait des mathématiques. Je pense qu'il faut faire cette gymnastique-là à nos jeunes, d'aller en dehors de leur zone de confort, puis en dehors des chambres d'écho aussi. C'est, je pense, ce qui va permettre d'anéantir des choses comme le racisme et des affaires de même. Définitivement. Si on se donne la liberté d'être fâché puis de dire des affaires, puis peu importe c'est quoi, la liberté d'expression, c'est hyper important. Puis après ça, ben on s'écoute. Puis on a l'éducation d'intelligence émotive qui nous sert à recevoir cette information-là aussi, tu sais. Fait que, ouais. Tantôt, tu parlais Tantôt, tu as dit quelque chose que j'ai aimé quand tu parlais de l'émission Huissier. Tu disais, mettons, tu sais, la madame, whatever, là, tu sais, qu'elle
qui a des problèmes de santé mentale, on dit que c'est une crise de folle, mais tu sais, puis que c'est pas une crise de folle. Puis justement, tu sais, moi, j'ai déjà, quand j'étais plus jeune, mettons, on disait cette personne-là, c'est une crise de folle ou whatever. Puis tu sais, en réalité... Qui l'a pas fait, honnêtement, là, pour vrai? Mais tu sais, la réalité, c'est que ça existe pas. Tu sais, dans le fond, des crises de folle ou des crises de whatever... C'est des gens avec des... C'est des gens avec des problèmes, c'est des gens avec soit des problèmes de santé mentale ou qui ont eu certaines blessures ou qui ont eu certaines choses dans la vie qui a fait qu'ils en sont là, tu sais, puis tout ce qu'on peut être, c'est empathique, tout ce qu'on peut faire, c'est aider ces gens-là ou dire c'est pas mon combat, mais sans les juger nécessairement, tu sais. C'est correct aussi de décider de pas s'entourer de personnes qui nous amènent du négatif, mais d'en rajouter en disant c'est une crise de folle ou c'est une crise de ci, nanana, ça amène à rien, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça que ça soit, même en écoutant Occupation Double, en whatever, tu sais, c'est facile de juger le monde rapidement. Oui. Surtout dans ce type d'émission-là, c'est fait exactement pour ça. Moi, je trouve que ça fait appel à un côté un peu vil de l'être humain, tu sais, voyeur, espèce d'asti, man, puis d'écraser le monde en se disant, moi, je suis pas de même, puis nanana, mais comme... Si on voit ces personnes-là puis on arrête de penser au jeu, comme par exemple, tu vois un itinérant qui se met à crier dans la rue, tu fais « ta gueule, asti, tu me déranges » ou whatever, « je suis dérangé », faut plus se dire « il a besoin d'aide ». Exact. Visiblement qu'il a besoin d'aide, ce gars-là. Il est sur Mont-Royal, Saint-Denis, puis il crie au soleil de fermer sa gueule. Comme, c'est sûr qu'il est pas bien. Allô? C'est vraiment pas compliqué, tu comprends? Mais c'est obvious, là. Mais on le dit pas. Lui, il dérange la société. Honnêtement, qui dérange? Moi, il me dérange pas. Je veux dire, il est en crise contre le soleil. Il a le droit. Techniquement, il a le droit, tu comprends? Autant que j'ai le droit de marcher sur le trottoir, puis tout ça. C'est juste que c'est bien plus néfaste pour lui, ce qui est en train d'arriver, que pour moi. Par exemple, on parle des personnes schizophrènes. Les personnes schizophrènes ont 75% plus de chances d'être victimes d'actes de violence que d'en faire. Parce que la famille en abuse, ou on leur extorque de l'argent, ou c'est parce que ces gens-là n'ont pas toujours une pleine conscience ou une capacité de conscience qui est la même que la nôtre. Fait qu'il faut agir avec les chiffres qu'on a et les statistiques, justement, pour se dire il n'y a pas de crise de fou, de crise de folle. C'est des gens qui sont c'est de la détresse. Exact. C'est un besoin d'aide. Puis si on reconnaît ça comme ce que c'est, parce qu'il y a énormément de ressources d'aide qu'on ne connaît pas. Je vais dire à Montréal parce que c'est celle que je connais, mais en région aussi, il y a des gens là, qui travaillent tu sais, qui se mettront jamais riches avec ça, mais comme jour après jour, sont dans la rue, avec les itinérants, avec les personnes en santé mentale. Ils sont pas juste dans la rue, mais dans des centres de soins, dans des maisons où ces gens-là sont pris en charge, des choses comme ça. Puis comme ça, pour moi, c'est les vrais héros, tu comprends? Puis si on avait autant d'empathie qu'on en a pour, mettons, la petite fille qui est décédée à Granby, ben on ferait un maudit bon pas de plus, tu sais. Puis toi, excuse, vas-y. J'ai l'impression, tu sais, quand on s'était vu la première fois, tu signais des livres au Renaud-Bré sur Saint-Denis. Puis quand j'étais rentré, tu m'avais dit que, je pense, corrige-moi si je me trompe dans l'histoire, mais que tu m'avais dit que ce Renaud-Bré-là, ton grand-père, qui était en avant de ce Renaud-Bré-là à tous les jours. Puis très probablement, j'ignore c'est quoi la relation que tu avais avec ton grand-père ou que tu as ou que je sais pas, là, mais très probablement que d'avoir cette perspective-là, de savoir que quelqu'un proche de toi a vécu ça, quelqu'un dans ta famille a vécu ça, probablement que toi, tu ne vois pas les itinérants de la même façon. Tu ne vois pas tu as cette perspective-là qui est différente de la société en général, qui est juste tannée quand il y a quelqu'un qui quête à la porte, tu sais, ou qui fait juste détourner le regard et pas regarder, tu sais. Ben, c'est sûr que oui, parce que encore une fois, ma copine a travaillé tout l'hiver avec des personnes en situation d'itinérance. Puis je me souviens, elle faisait des chiffres là, très longs. Là, elle partait à 6h30, 7 le matin. Tout l'hiver, là, les pieds dans l'eau, aux frettes. Puis avec des policiers, tout ça, travailler avec l'EMRI, qui est une cellule qui a été créée par la police de Montréal pour intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance. Puis j'ai toujours levé mon chapeau à cette initiative-là parce que pour vrai, ça sauve du monde. Là. C'est pas de donner des étiquettes aux itinérants ou des affaires de même, c'est de vraiment prendre en charge ces personnes-là à tous les niveaux, puis après ça, de les amener vers un niveau supérieur de prise en charge à partir du moment où ils sont capables de se sortir de situations comme ça. Tu sais, quand je vois des gars de mon âge qui quittent, puis je sais qu'ils sont aptes au travail, je sais qu'ils pourraient travailler sur la construction, puis tout ça, puis tu as deux choix.
Tu dis, va donc travailler, est-ce bon à rien? Ou tu dis, comment ça se fait qu'avec tout ce que tu as, tu n'es pas capable d'aller travailler? Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, quelque chose ici qui ne fonctionne pas, il faut qu'on le règle. Puis moi, ça me fait plaisir que les impôts qu'on paye en gang, ça aide ce jeune homme-là ou cette jeune femme-là à se sortir d'une situation que personne souhaite à la base. Parce qu'il y en a qui le disent, je veux mourir dans la rue. Il y en a qui veulent rester dans la rue, sont bien là. Tu sais, eux autres, c'est leur manière de ne pas se conformer. Puis je peux comprendre ça parce que j'ai déjà eu pas envie de me conformer. Ouais. Je suis pas allé jusque-là, mais je peux comprendre. Puis après ça, ces personnes-là ne demandent rien à part un peu de sous de monsieur, madame. Puis je veux dire, il n'y a personne qui les force à donner de l'argent. Fait que tu peux pas blâmer quelqu'un qui a été s'il fait 100$ à l'heure, pour vrai. Tu sais, puis là, je dis pas que tout ce monde-là font 100$ à l'heure ou whatever, mais comme, faut juste comme. On a le jugement facile, ça se passe rapidement. On est bombardé dans les médias de gens qui savent tout, ils ont des opinions sur tout. Moi, je connais ça, moi, je connais ci. Mais comme on prend jamais le temps de voir les choses pour ce qu'ils sont. Tu sais, les personnes en situation d'itinérance, là, ou mettons, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, les BS qui partent en voyage avec mes taxes. Tu sais. First of all, c'est pas vraiment arrivé. Puis la fraude sociale, c'est une infime partie de la fraude fiscale qui a lieu. Puis pourtant, Chris, on parle tout le temps des BS qui partent en voyage avec mes taxes. Mais on parle pas de je sais pas quelle personne qui est multimillionnaire, qui lui se paye un jet sur le bras des contribuables parce qu'elle a besoin d'aller là, puis qui contribue à la pollution, puis ci, puis ça. Ça, c'est correct, c'est un entrepreneur, il a travaillé fort, tu sais. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que quand on parlait du succès 3 fois par jour puis que je me sentais mal, les gens disaient, mais tu travailles fort. J'ai dit, dude, mon père a travaillé toute sa fucking vie dans un garage, 45 heures par semaine. Lui, il travaillait fort. Moi, je travaille pas fort. Encore une fois, je fais des photos de pogo toute la journée. Tu sais, oui, j'en fais beaucoup. Oui, on travaille, mais je travaille pas plus fort. C'est pas parce que j'ai ce succès-là que j'ai travaillé plus fort qu'un enseignant qui fait 35, 40, 45 000 par année. Tu comprends? Il n'y a pas de lien. Puis tout ça, c'est mélangé, puis on n'en parle pas souvent. Fait que c'est ça, j'ai soif. On parle de santé mentale depuis tantôt, puis tu disais que pendant 11 ans, tu as travaillé là-dessus. Et on parlait de thérapie, mais c'est quoi concrètement, dans le fond, que tu es allé chercher comme aide? J'ai commencé avec un livre qui s'appelait La peur d'avoir peur, qui a été écrit par une psychologue québécoise dont le nom m'échappe. Je suis vraiment désolé. Ça m'a appris le processus biologique et le processus technique de la crise de panique. Pour faire une histoire courte, dans ton cerveau, ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale réagit à des stimuli, des symboles, des choses comme ça. Puis, dans le fond, tu as une réaction primale qui est le fight or flight. Fait que tu combats ou tu t'en vas. Mm-hmm. Cette amygdale-là, des fois, fait défaut. Puis, dans le fond, quand elle fait défaut, c'est qu'elle va trigger ton cerveau à avoir peur ou à vouloir fuir dans des situations qui sont tout à fait normales. Par exemple, une soirée entre amis, parler devant le public, monter des escaliers, le vertige, ce genre d'affaires-là. Puis j'ai compris comment ça fonctionnait dans mon corps. Fait que, en partant de là, j'étais comme, OK, voici ce qui se passe quand ça arrive. Donc, quand ça arrive, je peux essayer de me raisonner à savoir, t'es pas en train de mourir, c'est ton cerveau qui... nanana. Pour moi, c'était pas assez suffisant. Ensuite de ça, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'art du bonheur du Dalai Lama. Puis j'ai acheté aussi le bouddhisme pour les nuls. J'avais besoin de spiritualité. J'avais besoin de comprendre pourquoi certaines personnes croyaient en une force plus grande qu'eux-mêmes. Puis j'ai lu là-dessus. Dans les principes du bouddhisme, il y a la roue du dharma qu'on appelle, qui explique que dans la vie, tu es sur une roue puis tu avances. Puis si tu arrêtes d'avancer, tu tombes. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est ça la vie en réalité. C'est que si tu n'avances pas, tu recules. C'est comme un tapis roulant qui bouge toujours. Le temps avance constamment. Fait que si toi t'arrêtes, le temps continue à avancer. Fait que techniquement, tu recules encore. Fait que ça disait qu'il faut toujours faire l'effort, il faut toujours rechoisir de faire des affaires. T'sais. Puis c'est là que j'ai commencé à douter du fait que je voulais devenir humoriste ou faire de la télé. J'étais comme, on dirait que j'ai beau me lever le matin puis rechoisir ça, c'est pas ça qui m'allume du tout, du tout. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Guérir de David Servan-Schreiber, qui est celui qui a créé, si ma mémoire est bonne, la faculté de neurologie de l'Université d'Atlanta en Georgie. C'est un monsieur qui a été c'est un neurologue, c'est un monsieur qui a été diagnostiqué du cancer du cerveau à une certaine époque, puis il avait donné 2 mois à vivre, puis il a vécu 15 ans là-dessus. C'est un gars qui a fait des recherches sur les manières naturelles du corps de se départir du stress. Le livre Guérir, c'est vraiment intéressant parce que ça dit guérir et calmer les symptômes de l'anxiété, du stress et de la dépression sans médicaments. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je ne dis pas, par contre, que tu peux guérir la dépression sans médicaments. Certaines personnes en ont besoin et c'est d'une grande aide et d'une grande pertinence aussi d'en avoir. Fait que je pense que c'est du cas par cas, mais pour moi, ce livre-là faisait vraiment l'affaire au moment où je l'ai lu. Il parlait
de comment freiner ce qu'on appelle le système parasympathique, dans le fond, qui est ton système nerveux, avec des exercices de respiration. Puis c'est des choses qui m'ont sauvé des grandes crises de panique, concrètement. Ensuite, j'ai consulté une psychologue, j'ai consulté un psychanalyste. Puis ensuite de ça, je suis allé vers une autre forme de thérapie qui s'appelle la PRI, qui veut dire Past Reality Integration, qui a été inventée par une dame qui s'appelle Ingeborg Bosch-Bonomo, qui est allemande, qui est une docteure en psychologie. Puis, elle partait de quelques théories de Freud, plus des exercices cliniques de certains autres docteurs aussi en psychologie. Puis, elle s'est rendue compte, dans le fond, que la majorité de nos réponses émotives à des situations normales venaient de blessures d'enfance. Puis le livre s'appelle Illusion, je le recommande à tout le monde, mais je pense que c'est important de partir de la base. La peur d'avoir peur, le livre Guérir, puis ensuite de ça, les livres d'Ingeborg sur la PRI, Past Reality Integration. Fait qu'au fur et à mesure de faire des thérapies, aussi de commencer à me connaître, parce que quand tu travailles sur toi, puis tu rencontres un psychologue, un psychanalyste, puis d'autres thérapeutes, ben tu parles de toi, tu t'entends, tu t'écoutes, puis la personne te fait miroiter des affaires que tu dis, des choses comme ça. Fait que, écoute, il n'y a pas de secret, man. Il n'y a pas de secret. C'est des lectures, de l'apprentissage de soi-même. C'est vraiment dur, c'est vraiment, vraiment difficile. Il faut que tu aies la discipline de le faire. Puis je suis fier parce que c'est la seule chose, ou presque, dans ma vie que j'ai eu la discipline de faire comme il faut. Ça a été de me guérir de ces affaires. Moi, je disais, je ne vais pas dealer avec. Ça va disparaître de ma vie. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que je pense que c'est possible pour plein de personnes. Joe Robert, je pourrais vous en parler. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, Joe, mon chum. Mon Il est chum sur la Joe. liste. Ben, on s'en va faire de la moto ensemble tantôt. Je vais y en parler d'ailleurs. Et Joe, il y a eu une grosse dépression. Joe, puis il y a eu beaucoup de problèmes d'anxiété, des crises de panique, puis il en parle ouvertement, pareil comme moi. Mais il est d'accord avec moi. Le truc, c'est pas le yoga, les jus verts, puis bien manger. Le truc, c'est la thérapie. C'est des choses que toi seul peux régler. C'est toi qui as la clé de ça. Puis il faut que tu ailles chercher de l'aide. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas juste t'auto-guérir. Là. C'est comme c'est pratiquement impossible. Je pense que le yoga, ce qui se passe, c'est que tu découvres le yoga, tu commences à en faire plusieurs fois semaine. Ah, mais c'est full bon, Puis, hein? puis c'est ça, puis le crime, tu te sens mieux. Puis Ben tu fais, crime, c'est spirituel, puis je me sens mieux. C'est juste que tu fais du sport, tu sais, puis tu fais de l'activité physique. Si tu allais courir, ça serait probablement la même chose. Tu longtemps, puis il fait chaud, fait que ton corps sécrète de l'endorphine. Exact, ça fait du bien. L'activité physique, on le sait, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ton corps, pour ton esprit aussi, une des meilleures choses. Fait que tu sais, c'est ça, c'est pas, une force surnaturelle, là, c'est juste tu fais du sport, tu te sens mieux, tu sais. Fait que il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est la course, il y en a que c'est le crossfit, ou whatever, quoi. Non, mais c'est important, mais ça, pour moi, c'est pas une manière de guérir, c'est juste une hygiène de vie de base. Moi, je crois que, tu sais, dans ce cas-là, puis tout ce qui est les jus verts, puis tout après, le healthy living, tu sais, je pense que c'est un peu une porte d'entrée vers la découverte de soi. Ben oui. Tu sais, admettons, les gens qui commencent à faire du yoga, puis là, qui font « Ah ouais, tu sais, je me sens bien », peu importe la raison pour laquelle ils le font. Puis ils font « Ah, après ça, tu commences à t'intéresser, tu sais, à qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton corps qui va être mieux. Puis là, après ça, tu commences à t'intéresser à des trucs plus spirituels, comme des livres, justement, de self-help, des livres de connaissances émotionnelles, tu sais. Puis là, tu commences à développer ça. Je pense vraiment que ça, le mouvement autour du healthy living, c'est vraiment une porte d'entrée vers ça. Ben oui, absolument. Le questionnement, c'est toujours bon. C'est toujours bon de se questionner, de chercher, de trouver des nouvelles affaires pour se sentir mieux dans son corps, dans son esprit, whatever. Après ça, il faut juste développer un petit esprit critique pour déterminer le bon du mauvais. Parce que, tu sais, même dans le développement personnel, tu sais, moi, je suis mitigé des fois par rapport à ça parce qu'il y en a qui en font une business ou qui vendent des livres, tu sais. J'ai pas de... Tony Robbins. Genre, en fait, Tony Robbins, mon gars. J'avais Tony Robbins dans la faire tête. une parenthèse. Il vient de se faire pogner pour... en tout cas, inconduite sexuelle. Et compagnie. C'est vrai. Ouais. Tony Robbins remplit des stades de 4000 personnes qui payent 4000$ par billet pour être là. Ouais. Fais le calcul comme tu veux. Tu sais, puis le gars, ce qu'il dit, c'est « T'es capable! » Ouais. En gros, là, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est ça. Il ne te parle pas de retour sur investissement, il ne te parle pas de quel portefeuille ont bien performé dans les 50 dernières années, l'indice de la bourse, comment ça fonctionne, des insights sur comment travailler avec un cash flow. Il fait juste te dire « Hey, je sais que tu es capable, dude! Vas-y, man! Regarde, moi, j'ai été capable. Commence à t'entraîner. Moi, je l'ai fait. Check ça. Yeah! » Ouais, c'est ça. juste ça, exact. man. Puis, d'un autre côté, il ne faut pas juger l'aide que les gens vont chercher. Tu
sais, mettons, moi, Oprah Winfrey, je ne me sens pas touché par cette personne-là, mais je sais qu'elle aide bon nombre de gens, puis je cheer pour Oprah Winfrey parce que c'est une personne qui fait des choses extraordinaires pour des gens qui ont besoin d'aide. Fait que tu peux pas dire, ouais, Oprah Winfrey, on s'en calisse. Tu sais, comme elle contribue au bien-être, elle aussi, à sa manière, pour d'autres types de gens. Il faut comprendre dans la vie que c'est pas tout le monde qui est pareil comme toi, puis que tu peux pas juste voir ça de ton point de vue. Fait que les gens qui sont allés voir Tony Robbins, fine, mais tu regardes l'essentiel du contenu, je trouve ça un peu... Je sais pas, tu sais, je l'ai jamais fait, mais je sais pas si je paierais 4000$ pour aller le voir. Exact, tu sais, puis inversement, dans la santé, tu sais, c'est ça, c'est parfait de rechercher d'une meilleure façon, tu sais, puis après ça, l'alimentation, bouger, tout ça, mais là, quand tu te fais vendre des kits de détox puis des affaires qui marchent moyen, tu sais, puis tu payes le gros prix pour ça, bien là, ça part d'une bonne intention de vouloir le meilleur pour son... Vendre des thés minceurs, je pense que ça se peut pas que tu partes d'une bonne intention. Non, mais je parle le consommateur, lui, tout ce qu'il veut, c'est se sentir mieux, puis il essaie des affaires, sauf qu'il y en a qui se font avoir, tu sais, fait que c'est ça. Je suis d'accord avec ça, l'esprit critique, après ça, déceler, mène le bon du mauvais là-dedans, tu sais. Alex, on va te laisser partir. Ah ouais, déjà, c'était vraiment nice. C'était super le fun. Je suis vraiment content, pour vrai. Tu reviendras, man. Ben, quand vous voulez. voulez. On va te réinviter. Ah oui, certain. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Yes. Hey, bon après-midi, les gars.